il achetait les mêmes bouteilles que nous on vendait. Ouais. Il les mettait dans son casier. Et en fait, quand un client commandait une bouteille, lui, il allait dans son casier, il prenait la bouteille, il la mettait sous sa veste et il le déposait au client. Donc le client le payait en cash et il disait au client, ben voilà, je sais pas moi si c'est 300 balles la bouteille de champagne, on va dire, je sais pas, je dis n'importe quoi. Il disait au client, moi je te la fais à 200. Lui, c'était une bouteille qui n'était pas dans mon stock, donc moi il me manquait pas de bouteille dans mon stock. Donc je pouvais rien dire. Et lui, il faisait son petit business dans mon business, quoi. Et je me suis rendu compte que c'était pas le seul, tu vois. Donc en fait, la naïveté, le truc. Donc un jour, je le prends dans mon bureau et je tourne la caméra, j'ai la télé avec la caméra, je l'écoute. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'épies? Je suis quand même chez moi ici un peu. Ouais. Ouais, tu sais que c'est pas légal. Je dis, c'est légal de me taper 3000 balles tous les soirs. Ça, on parle pas de ça. C'est pas légal de m'épier. Je dis, écoute, sur ce chemin-là, on est vraiment mal parti, quoi. Ouais. Tu vois, je dirais, là, moi, je viens pour avoir une discussion avec toi, pour comprendre. Hein. Il me dit, écoute, je vais te donner un conseil. On va oublier tout ce qui s'est passé. Pote, hein. Ouais. Je reviens samedi, travailler, ou sinon, tu vas avoir des problèmes. Salut à tous mes entrepreneurs aguerris et authentiques. Aujourd'hui les gars, je vous ai ramené une pépite, comme d'habitude. Je suis avec Daniel qui va nous parler de son parcours, de son entreprise. Vous allez tout découvrir et franchement, vous ne serez pas déçus. Bonjour Daniel. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Ouais, ça va très très bien et toi? Super, en pleine forme. Merci beaucoup de nous recevoir dans tes locaux. Franchement, c'est un honneur de pouvoir partager ton expérience avec tout le monde ici aujourd'hui. Et donc, pour commencer, je vais te poser quelques petites questions rapides pour nous mettre un petit peu voilà, dans le truc. Alors, la première question, c'est une question qui concerne tes vacances. Est-ce que tu es plutôt repos ou activité? Bon, déjà, quand tu es entrepreneur, les vacances, c'est un grand mot. Hein. C'est avec un petit V, tu vois, c'est homme avec un grand H, vacances avec un petit V. Oui. Moi, je suis plutôt repos parce que je suis actif vraiment en permanence. Mais quand je dis repos, c'est plutôt chouette resto, petite plage, petit cocktail. C'est pas dormir toute la journée, quoi. Ouais. Et voilà, les activités, s'il y a du sport, genre du padel, des trucs comme ça, avec plaisir. Une activité ludique, ne me demande pas de faire une randonnée de 8 heures, ça va pas aller. D'accord. Ok, super. Donc toujours sur le thème des vacances, est-ce que tu es plutôt New York ou Bali? Je suis plutôt Ibiza, donc déjà. Ibiza. Voilà, donc Bali c'est trop calme pour moi. D'accord. Je l'ai fait, mais c'est vraiment trop, je fais pas de yoga, donc je vais pas à Bali. J'adore New York, j'ai passé beaucoup de temps à New York. Parce que voilà, c'est une ville incroyable, le dynamisme. Je suis pas super fan de la mentalité américaine. Je suis très fan de la mentalité entrepreneuriale américaine, mais pas des Américains en général, qui sont plus dans la performance. Ouais, mon bro. Et en fait, ils ont oublié ton nom les 4 secondes qui suivent. Donc ça, c'est un peu plus complexe par rapport à ça. Oui. Mais sinon, la ville en elle-même, elle est full énergie. Tu reviens de là avec plein d'idées dans la tête. Et mes destinations, c'est plus des destinations où je vais avoir l'opportunité de rencontrer quelque chose que je ne connais pas. Avoir l'opportunité de m'extrapoler sur ce que j'ai vu ou ce que j'ai entendu en me disant ça je peux ramener, ça je peux faire, ça va améliorer mon bise, des trucs comme ça. C'est quelque chose, ce genre de destination-là. D'accord, ok, super. Toujours avec cet œil un peu business, partout, opportunité. Ouais, voilà, opportunité c'est le mot. Il faut, quand tu es entrepreneur et quand tu es devenu entrepreneur avec le temps, je veux dire, tu l'as en toi ou tu l'as pas, ça c'est clairement, mais surtout tu te construis entrepreneur. Tu vois, si ton père c'est déjà un méga entrepreneur, la legacy va te permettre de pouvoir aller plus vite. Oui. Et quand tu découvres l'entrepreneuriat quand tu as 17-18 ans, tu dois construire et taper. Donc voilà, les destinations sont pour moi méga importantes. D'accord. Sur les vacances, t'es plutôt en famille ou entre potes? Les deux. Franchement, j'adore partir en vacances en famille. Je l'ai fait avec mon fils
On part de temps en temps, on est parti 5-6 jours à Copenhague à deux, voilà, c'est chouette. Avec ma compagne, je le fais tout le temps parce qu'on voyage tout le temps ensemble, elle bosse avec moi, donc voilà, on voyage beaucoup. Et avec les potes, je pars maintenant 4 jours à Ibiza avec Ok. deux de mes meilleurs potes, donc voilà. Question voiture, parce que tu sais que moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ouais, j'adore. Est-ce que tu es plutôt électrique ou thermique? J'aimerais être électrique, mais je crois pas trop dans le... Enfin, c'est très complexe. Je suis tête en l'air déjà. Donc, D'accord. moi, 9 fois sur 10, je suis dans le rouge avec la voiture. Donc l'électricité, c'est plus complexe. Ok. Donc déjà, rien que pour ça, je suis un peu moins. Mais sinon, je comprends le principe et je trouve ça hyper intéressant. Après, j'adore les SUV. D'accord. Ouais. Donc moi, j'ai une Jeep, Ok. une Wrangler, Super. full sport. Donc voilà, c'est plus complexe, tu vois, de l'avoir en électrique. Exactement. Est-ce que tu es plutôt Porsche ou Ferrari? Je dirais pour la... C'est complexe. Je trouve que le marketing de Porsche est dingue. Je trouve ça fantastique. Je ne sais pas si tu as vu cette pub où il t'explique, en fait, il dit tout des choses et puis ça repart à l'envers. Il faut vraiment voir cette pub, elle est dingue. Oui, ça me parle ce Ouais, genre quand de il pub. dit, les voitures sportives, c'est démodé. Voilà. Et puis, il retourne les phrases qu'il a dites et en fait, tu te rends compte qu'en fait, c'est dingue. Donc, j'adore le marketing de Porsche. Voilà. Puis Ferrari, c'est plutôt l'élégance italienne, la tchatch, Oui. le truc. Personnellement, je ne roulerais pas en Ferrari parce que je trouve ça trop ostentatoire par rapport à ma façon de voir les choses. D'accord. Tandis qu'une Porsche va plus passer si tu as une Cayenne ou quelque chose comme ça. Oui. Ça reste élégant, c'est du solide, c'est une belle voiture, mais ça reste, je dirais, plus passe-partout. Et donc ça, c'est la question que je pose à tout le monde dans mes interviews quand je vais dans la rue. Je leur demande est-ce qu'ils payent leur voiture comptant ou à crédit? Écoute, nous, en société, on fait des leasing sociétés. Oui. Donc, ça n'a plus d'intérêt, je pense, aujourd'hui d'acheter une voiture. Pourquoi? Parce que tu l'as acheté, le lendemain, elle vaut la moitié. C'est vrai. Donc voilà, donc en termes d'entrepreneuriat, nous on a des renting, full renting, donc ça veut dire qu'on déduit 100% du montant de la voiture de nos frais. D'accord. Si tu l'achètes, c'est plus complexe, etc. Et puis bon, aujourd'hui avec l'évolution de la vie, une voiture est obsolète après 2, 3 ans, 4 ans. Elle est obsolète parce qu'il y a un nouveau modèle, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Quand tu fais un renting, ça te permet de switcher de voiture à voiture, Oui. profiter de l'innovation qui arrive derrière sans devoir te dire « ah, je dois revendre ma voiture ». Voilà. C'est vraiment pour Oui. des questions fiscales et des questions d'évolution. Oui. Mais sinon, voilà, j'ai acheté des voitures quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, je ne dépense pas cet argent-là. D'accord. Je ne débloque pas des fonds. Hein, quand tu es entrepreneur, tu sais comment c'est. Tu as besoin de liquidité. Oui, Acheter une voiture, il faut débloquer des fonds. c'est vrai. Donc voilà. Et quand tu bloques des fonds dans une voiture, je ne dis pas que c'est un mauvais investissement, mais en tout cas, c'est un investissement qui te bloque sur un autre développement. Oui. Donc voilà, aujourd'hui on rentabilise le maximum, on essaie de capitaliser un maximum, d'avoir les fonds nécessaires pour développer. Eh ben, c'est très bien en tout cas pour ces premières petites questions là qui nous permettent de nous mettre en marche. J'ai une série de petites autres questions, mais on le fera en deuxième partie. Avec plaisir, avec plaisir. Donc ce que je te propose déjà c'est de présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais, ta société. Et puis après je te poserai des questions un peu sur ton parcours, d'où tu es parti. Ok. Est-ce que tu as eu des aides, est-ce que tu es parti de zéro, est-ce que tu as eu des échecs, etc. Donc déjà pour commencer, présente-toi. Écoute, je m'appelle Daniel, Daniel Camus, comme l'écrivain. Je ne suis pas de la famille, donc je n'ai pas hérité. Ah. Voilà, donc écoute, j'ai été joueur de football pro D'accord. pendant 17 ans. Quand j'ai commencé ma carrière à 17, j'ai fini à 35 plus ou moins. À une époque où le football n'était pas au niveau de la rémunération de Cristiano Ronaldo, on se comprend. Oui. Donc j'étais pro, donc j'ai joué près de 500 matchs en première division, donc à travers de différents pays comme la Belgique, l'Angleterre et l'Allemagne. Mais bon, voilà, c'était pas, voilà. Quand j'ai terminé ma carrière, j'avais un petit bas de laine. D'accord. Vraiment un petit bas de laine. Ok. Donc je devais continuer à travailler. Et j'ai eu la chance d'entreprendre très vite. À 21 ans, j'ai ouvert ma première société Ok. en étant joueur de football. D'accord. Donc je vendais du sponsoring pour les clubs de foot. Ok. Donc je me suis dit, mais tiens, je comprends pas, il y a un gars qui vend du sponsoring mais il ne vend pas bien. Moi je suis joueur d'équipe, je suis le meilleur parti pour pouvoir aller
trouver des sponsors. Donc j'ai commencé à vendre les affichages sur les maillots alors que j'étais joué dans l'équipe. Ok. Donc j'ai créé une boîte de développement marketing, on va dire. Ok, donc ça marchait comment? Tu vas démarcher des boîtes pour Ouais. leur proposer. Donc moi je m'entraînais, hein, je jouais les matchs et puis Ouais. quand j'avais le midi, j'avais 2 heures, je prenais mon phone et j'appelais ou j'envoyais un mail, et je disais ah, voilà, je suis Daniel Camus, je joue pour telle équipe, on cherche un sponsor de maillot, blabla, et je facturais au club. Ok, Donc voilà. excellent. Et donc ça a été le début et puis il y a eu plein d'autres histoires à travers la vie, hein. Ça fait 30 ans que je fais du business, donc voilà, mais voilà, et aujourd'hui on est actif essentiellement dans le sport et dans le bien-être. Après avoir fait plein de chemins, je me suis rendu compte qu'on ne fait bien que ce qu'on connaît. Donc, je connaissais bien le sport, je connaissais bien la remise en forme, je connaissais bien la rééducation, etc. Et donc, en 2013, j'ai ouvert ma boîte de salle de sport, de fitness, en électrostimulation. Ok, Voilà, et on est dedans depuis, et aujourd'hui, on a une trentaine de centres. d'accord. Une trentaine de centres dans plusieurs pays. Dans plusieurs pays, la Belgique et l'Espagne. Ok, Et aux Pays-Bas, on a une master franchise. Donc, on a un franchisé qui s'occupe de développer pour nous. d'accord. Donc voilà, ça reste sous notre enseigne, c'est notre propriété, mais c'est un franchisé qui s'en occupe. Donc les gens aiment bien les chiffres pour pouvoir se projeter. Donc aujourd'hui, avec cette société, tu fais combien de chiffres d'affaires? À travers bon, disons que c'est un holding Oui, avec différents regroupements. On doit tourner autour des 5 à 6 millions d'euros annuels. Ouais, on a une croissance plus ou moins de 20% par an. Ouais. depuis que vous avez commencé. Je dirais, on a doublé la première année, mais bon, Oui. tu pars d'un petit chiffre d'affaires, tu doubles, voilà. Et puis après, on a peut-être encore une fois doublé. Et puis voilà, et aujourd'hui, on a une croissance plus ou moins de 20% annuelle. Et là, on est dans l'étape où on va avoir une augmentation de capital qui arrive. Donc, on est occupé à préparer une augmentation de capital. Donc, on va mettre des parts de la société sur le marché. D'accord. On va proposer aux gens, à toi par exemple, voilà, Ok. ça t'intéresse de rentrer dans le capital de la boîte. Et on est un fast growing business, ça s'appelle. Donc, ça veut dire qu'on a la chance d'avoir un business qui se développe très rapidement, très vite vers le haut, parce que les coûts d'exploitation sont très faible par rapport à la rentabilité. D'accord. Donc, on a une rentabilité nette qui frôle les 40%. Ok. Ouais, donc qui est assez sympa, ce qui nous permet de développer rapidement. D'accord. Donc aujourd'hui, on connaît le principe, tu connais le principe, les banques ne sont pas forcément derrière toi en disant écoute, toc, toc, j'ai quelques centaines de milliers ou millions pour toi. Ça n'existe pas. Donc on développe en fonds propres. Donc on fait de l'argent et on le réinvestit. On fait de l'argent, on le réinvestit. D'accord. Et c'est pour ça que maintenant, on passe à l'étape supérieure. On a 30 locations, on veut passer à 100 locations. D'accord. C'est-à-dire On a 30 centres D'accord. et on veut en avoir 100 dans les 2 années D'accord, qui viennent, ok. les 2-3 années qui viennent. Donc là, on ouvre le capital pour avoir la possibilité d'avoir des investisseurs qui viennent nous aider. On a un modèle qui est dingue. On est numéro 1 sur le marché et on veut être numéro 1++. D'accord. Et là, on a un modèle qui est évolué à travers le temps sur les 12 dernières années. Et aujourd'hui, on a vraiment réussi à cadenasser le truc. Donc voilà, donc ça c'est un peu qui je suis, comment je suis et Ok, ce que je super. fais. Donc quand tu parles de ton modèle, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce modèle en question qui, du coup, vous a mis quelques années à Ouais, bien voilà. ficeler? Je pense que, moi je dis toujours, en tant qu'entrepreneur, quand tu développes un produit, il y a des gens, ils veulent avoir un produit fini. Donc le produit fini n'existe pas, il faut le savoir. Par contre, le chemin entre le moment où tu as eu la première idée et où tu es à 90% des capacités maximum de ton produit, enfin en tout cas de la réalisation de ton produit, ça prend du temps. Oui. Et c'est ce qui manque aujourd'hui aux entrepreneurs, c'est que les entrepreneurs, ils ne prennent pas le temps, ou ils n'ont pas le temps, parce que financièrement, ils sont rattrapés par le cours de l'argent. Oui. Ils n'ont pas l'argent pour développer, forcément, et ils n'ont pas la persévérance. Hein. Et là, je ne tire pas à boulet rouge sur quelque chose, mais je me rends compte que les jeunes ont de moins en moins de patience. Et voilà, il y a un truc qui commence, et puis ça devient dur, alors je vais aller vers autre chose. Je comprends dans l'optique de c'est pas pour moi, mais je comprends pas dans l'optique je vais pas aller au bout du truc, tu vois, parce que tu sais pas si ça va pas être pour toi quand ce sera au bout. Oui. C'est peut-être pas pour toi parce que c'est difficile maintenant, tu vois. Et donc moi je pense que c'est hyper important pour un entrepreneur d'avoir la résilience et de prendre le temps d'aboutir le produit. Donc notre produit, par exemple, on l'a développé au début
Moi, j'ai fait ça dans un petit appartement ici, dans un quartier assez dur. Moi, je suis originaire de Molenbeek. D'accord. Je pense que tout le monde a entendu parler de Oui, j'ai Molenbeek. entendu parler. Donc voilà, moi j'ai grandi là. Je viens de province, donc je viens de Charleroi, qui est le Molenbeek local. D'accord. Donc voilà, donc j'ai fait un upgrade social pour aller dans le pire. Mais voilà, c'était assez sympa. Ben, voilà, j'ai eu la chance de jouer au foot dans cette équipe, qui était une équipe de première division, qui est toujours une équipe de première division. Et, mais bon, je vais dans le quartier, quoi. Donc j'ai eu vraiment le bonheur d'avoir les différentes cultures qui m'ont permis de voir et d'entendre et d'apprendre sur plein de choses. Et donc, on a commencé à développer ce produit dans un petit centre, dans un petit appartement que j'avais. Et donc, moi, j'ai fait de l'électrostimulation quand j'étais joueur de foot. Donc, Ok. moi, nous, on a des centres d'électrostimulation. C'est Oui. du fitness à base d'électrostimulation. Ça veut dire qu'on va mettre un turbo sur l'exercice physique. Ça veut dire que quand tu aimes bien les voitures, ben, ça veut dire que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va te donner un entraînement en full workout, donc en poids de corps, Oui. et on va te mettre des turbos un peu partout. Ok. Ce qui fait que l'électricité va faire office de poids. Donc, moi, je peux te faire prendre, je sais pas, 80 kg dans chaque bras, par exemple, grâce à l'électricité. Ok. Donc, ce qui fait que le temps d'entraînement est raccourci. Donc, c'est 20 minutes une séance. Ok. Maximum 3 fois par semaine. Donc, tu as 72 heures pour que ton corps récupère entre chaque séance. Et grâce aux intensités localisées, donc c'est un ensemble du corps, donc tu vas avoir des électrodes sur les bras, sur les épaules, sur les pecs, sur les abdos, sur les cuisses, etc., un peu partout. Et l'intensité que je vais mettre dans chaque partie du corps, parce que c'est dissocié, va faire en sorte que on va accélérer le processus de développement musculaire. Ok. Pour les gens qui veulent perdre du poids, ça veut dire quoi? Tu parlais de voiture, un gros moteur, beaucoup d'essence, un petit moteur, un petit peu d'essence. Oui. C'est le même principe. Beaucoup de muscles, beaucoup de calories que tu brûles, un petit peu de muscles, un petit peu de calories que tu brûles. Donc nous, ce qu'on fait, c'est on augmente le métabolisme de la personne rapidement et il s'entraîne que 2 ou 3 fois par semaine à raison de 20 minutes. Donc ça veut dire que c'est un gain de temps de fou pour les entrepreneurs, pour les gens qui n'ont pas le temps, qui ont une famille, etc., avec des résultats largement supérieurs à ce qu'on fait dans une salle de sport. Ça, c'est le modèle. Ok. Ça, c'est le modèle. Et donc, on fait de l'entraînement individuel. C'est chaque fois, on a un coach, comme tu as vu ici en haut, Oui. on a un coach avec 2 machines. Donc, on entraîne maximum 2 clients à la fois parce que je prône la qualité. D'accord. Pour moi, c'est très, très important. On ne sait pas entraîner dans le domaine du sport, on ne sait pas entraîner 10 personnes en même temps. Les, groupes, Ok. les cours collectifs, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pour le bien-être D'accord. mental. Ouais. Mais par contre, tu ne sais pas corriger 10 personnes. C'est impossible. Et la correction, c'est 30% d'amélioration des performances. Comme dans tout. Dans tout ce que tu fais, corriger tes erreurs te permet d'avancer plus rapidement. Oui. Si tu continues à faire des erreurs, tu vas faire comme ça. Oui. Donc voilà, dans le sport, c'est encore plus efficace de corriger les gens. Donc pour moi, tu peux avoir 2 personnes en même temps, tu sais les corriger. Tu sais prendre le temps de les corriger, et pas plus. Donc nous, on donne plein de qualités à nos centres. Et bien sûr, on a des systèmes d'application de réservation de séances qu'il n'y a pas dans les autres centres. Moi, j'ai un gars qui est en face, prend son appli, il me dit ah, tiens, je voudrais m'entraîner. Ah, voilà, j'ai une place. Okay, je book, il y a un coach qui t'attend, tu viens t'entraîner. Donc on a réussi à faire un modèle qui est assez exceptionnel, avec tout ce qui est rapidité, paiement, fluidité, etc. On a des cartes magnétiques, donc tu t'entraînes chez moi, avec moi ici, tu as une carte magnétique, et puis tu te dis, ah, je vais m'entraîner à Barcelone. Oui. Tu as ta carte dans ta poche, tu arrives à Barcelone, tu la mets, et le coach, il sait exactement tout ce que tu as fait, les intensités que tu as utilisées, Il etc. récupère l'historique. Il récupère tout l'historique. Donc ça, c'est assez dingue. Et ce qui permet, justement, on est dans la mobilité. Hein. Avant, les gars, ils disaient, ah, mais moi, je ne m'engage pas pour une salle de sport parce que je vais à Ibiza l'été, parce que je vais là. Ah, pas de problème. Ouais. Prends ta carte, va t'entraîner à Ibiza. Ok. Et ça, c'est notre modèle, en fait. Donc c'est pour ça qu'on est très heureux de le présenter au marché maintenant. Hein, on l'a fait nous, on a prouvé que ça fonctionnait, que ça cartonnait. Et donc là, maintenant, on veut agrandir le parc. Et pour ça, il faut de l'argent. Donc c'est ce qu'on fait maintenant. Alors, moi, je ne sais pas combien coûte une séance. Alors, ne me réponds pas tout de suite. Je demanderai aux gens, donc moi, de l'image de ce que j'ai eu. Hein, donc, on gagne du temps. En résultat, on va plus vite aussi. Donc, pour moi, je me dis qu'on est sur un service plutôt haut de gamme. On a un coach personnalisé qui peut prendre que 2 personnes à la fois. Donc, je vais vous demander déjà là maintenant, dans les commentaires, de mettre, selon vous, combien vous seriez prêt à payer pour faire une séance d'électrostimulation. Et puis après, je te laisserai nous dire combien ça coûte pour pouvoir avoir ce type de séance. D'accord. Pas de problème. Voilà, du coup, je te laisse nous dire combien ça coûte. Voilà, donc ça dépendra de ton engagement. Hein, c'est comme pour tout. Hein. Donc, si tu prends nous, on fait que des contrats. Donc, tu travailles 6 mois ou 12 mois. D'accord. Pour 2 raisons. La première raison, c'est que tu n'obtiens des résultats que sur la persévérance et sur la durée. Sinon, tu vas faire tac, tac,
tac, tac, ça n'a aucun intérêt. Nous, on l'a vu avec le temps. On entraînait des gens au début, ils avaient des packs de 10 séances ou de 5 séances. Ils venaient de temps en temps, et puis au terme, ils étaient à moitié contents. Ouais. À moitié content, ça ne marche pas dans l'entrepreneuriat. Non. Il faut que ton client il soit top content. Donc, on s'est dit, voilà, on va les engager sur 6 ou sur 12 mois. Avec l'opportunité chez nous de postposer ton contrat si tu pars en vacances, si tu es malade, tu envoies un certificat médical, on postpose ton contrat, tu n'es pas débité, etc. Donc, ça permet vraiment d'avoir une flexibilité dans la rigidité de ton travail. Ok. Donc, voilà. Donc, nous, on dit aux gens, vous devez vous entraîner minimum 4 fois par mois. Ça, c'est le minimum. Et maximum 12 fois par mois. Donc, on a 2 types de contrats, 6 ou 12 mois. Et on a 2 types, dans les 2 types de contrats, on a encore 2 types de contrats, c'est 4 fois par mois ou 12 fois par mois. D'accord. Donc 12 fois par mois pour ceux qui veulent avoir des résultats beaucoup plus proches. Ok. Et en fait, le prix d'entrée de la séance aujourd'hui est à 15 €. Ok. Donc tu peux t'entraîner chez nous si tu prends un contrat de longue durée à 12 séances par mois, et elle te reviendra à plus ou moins 15 € la séance, pour un maximum de 25 €. D'accord. Ouais. Ok, très bien. Alors justement parce que j'avais déjà une idée, moi j'avais réfléchi, je m'étais dit tiens, un truc comme ça doit coûter au moins 50 € la séance. Ouais. Et donc c'est pour ça que 15 €, je me dis ah oui en fait… C'est pour ça qu'on est numéro 1 sur le marché, parce qu'on D'accord. offre une qualité de ouf. Il faut s'imaginer, chez nous, on a des vestiaires individuels, des douches individuelles, un entraîneur personnalisé, tu as un programme de nutrition, tu as une balance pédométrique qui va te dire la masse graisseuse, la masse musculaire, etc. Tu as un suivi, on t'appelle et Pierre, t'es pas venu, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc on a un suivi au niveau de nos clients à tous les niveaux, Oui. dans la motivation, dans l'entraînement, dans les résultats, dans les performances. Oui. Et on offre une séance à 15 €. Nos concurrents dans le domaine, je crois que la séance d'entrée est à 35 €. Oui. Tu vois. Donc, globalement, aujourd'hui, avec tellement de qualité au niveau du produit, on ne peut pas passer à côté de nous. Oui. Tu vois, aujourd'hui, moi je vais m'installer à côté d'un concurrent, le lendemain, les gens viennent chez nous. Oui. Parce qu'il n'y a pas de miracle. C'est pas que moi je veux tuer la concurrence, pas du tout. Je trouve que la concurrence, c'est hyper intéressant. Mais on a établi un modèle sur 15 ans. Je dirais avec les prémices, voilà, si on est fort, je ne vois pas pourquoi on ne doit pas être fort. Exactement. Voilà. Tu disais que tu avais commencé donc, ta carrière d'entrepreneuriat pendant que tu étais joueur de foot à 21 ans. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Ouais, parce que certainement, il y avait les rémunérations. Tu gagnais combien à cette époque avec ton salaire de joueur de foot? 2000 balles. 2000, ok. Ouais. Donc voilà, en étant un footballeur établi, 21 ans, donc j'ai commencé à 17. À 17, tu gagnes 350 balles. Ouais. Voilà, ils te disent, sois déjà heureux de porter le maillot. Donc globalement, c'est ça. Puis après, je crois, j'ai joué une centaine de matchs et là, ils m'ont dit, voilà, tu es établi, ça fait 3 ans que tu es titulaire, on va te donner un peu plus d'argent. Donc je suis passé à 2000 balles. Donc voilà, donc tu es là, c'est de l'argent. Mais bon, c'est pas de l'argent en même temps, tu vois. Donc, moi, j'ai toujours été ambitieux. J'ai eu la chance d'aller à l'UNIF. Donc, j'ai fait des études commerciales à l'Université libre de Bruxelles. Donc, voilà, j'avais un diplôme en poche. Et je voulais pas le laisser traîner, globalement. Ouais. Et j'ai commencé à réfléchir sur faire des petits trucs, etc. Puis, cette histoire de sponsoring qui m'a mis un peu le pied à l'étrier. Okay. Ouais, rapidement, j'ai commencé à facturer. D'accord. Ouais. J'ai commencé à facturer rapidement parce que, c'était peut-être plus facile chez les joueurs de foot. Oui. Donc, tu vends un produit que tu connais bien. Et après, différentes opportunités sont placées. À 23 ans, j'ai eu l'opportunité. On parlait de Bali. J'ai été à Bali. Ouais, je te parle de ça, j'ai 32 ans. 29 ans. Okay. Et là, je découvre le tech. D'accord. Qui n'existe pas, en fait, quasi en Europe. Et je me dis, c'est fou. Et en fait, je me dis, je parlais avec les gars, ils me disent, la chaise, là, c'est 1 €. Je dis, mais moi, je l'ai vu dans un magasin, là, en Belgique, là, à 100 balles. Ah, mais comment ça se passe? Donc, je commence à parler avec les gens, tatati, tatata. Ils me disent, ouais. Je dis, combien de chaises tu peux faire? Ah, je peux en faire 50. Ah, tu peux en faire 100? Ok, tu peux en faire 100. Ok, 100 balles. Ok, tu vois, donc là, tu commences à se dire, putain, il y a un vrai bise à faire. Ouais. Et donc, c'est marrant parce que c'est tout des souvenirs et voilà, tu es un peu hyper naïf et hyper enthousiaste. Ouais. Voilà, j'appelle ma mère, verse-moi 1000 balles. Ça y est. On est refait. Le truc de fou.
Et donc, je parle au gars, je vais voir les containers, je discute, 300 balles le container, voilà. Et je remplis de chaises. Je remplis le container de chaises. Et je me dis, ouais, ça y est, si je suis bien, j'ai 23 ans ou 22 ans. Et le container arrive au port d'Anvers. Et donc, tac, tu vas voir, et puis tu es à la réception de la marchandise. Et j'ouvre le container, enfin, on vient m'ouvrir le container, je regarde. Et là, je me rappelle quand on était parti, tout était encaqué au-dessus, dans tous les côtés des chaises, dans tous les sens. Et j'arrive et tout est en bas. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Le container était resté plus ou moins un mois dans un hangar, là. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je connais, voilà, t'es enthousiaste, mais bon, il y a un taux d'humidité de 80% en Indonésie, et t'as un taux d'humidité de 14% dans un container, dans un entrepôt à Anvers. Donc en fait, tout avait explosé. Alors, t'entendais, la chaise elle tombe. Donc là, tu te dis, putain, qu'est-ce qui s'est passé? La galère, etc. Donc voilà, donc tu apprends de ça, tu vois. Donc tu fais du bois de chauffage. Moi, j'avais déjà trouvé un local pour pouvoir exposer les meubles, tu vois, je payais un loyer. Donc tu étais allé loin, quoi. Ah non, mais moi, je vais toujours loin. Donc je vais jamais un truc, je commence et on verra bien. J'ai l'idée. En fait, le plus dur pour un entrepreneur, c'est de prendre la décision. Oui. C'est oui, peut-être, non, peut-être, oui, peut-être. Moi, ma grande force, c'est quand j'ai pris la décision, je vais au bout. Je lâche rien. Tu vois, je vais aller jusque dans le détail du détail du détail. Et des fois, je me plante. Donc, on est tous à la même enseigne, tu vois. Oui. Mais je vais jusqu'au bout. Donc ça, c'est une de mes forces. Peut-être une de mes faiblesses, c'est que je suis parfois trop enthousiaste et que je vais au bout de quelque chose qui ne fait pas aller au bout. Ouais. Tu vois, mais je vais y aller. Au moins, après, avec le temps, c'est plus facile d'en parler maintenant, avec le temps, ça m'a permis d'apprendre plein de choses, etc., sur plein de domaines différents. Donc voilà, je retourne là-bas, moi, et je dis, voilà, il y a eu un souci. Comment on va s'arranger? Ah, le gars m'a dit, ah, mais tu m'avais pas dit que c'était pour aller en Europe et tout. Je dis, ah. Il me dit, écoute, alors ce qu'il faut faire, c'est prendre du bois de récupération. Et comment ça se passe? Tu vois, il y a des anciennes gares, il y a des anciens trucs, des anciens bâtiments où le bois, il est là depuis 100 ans. Ah, et comment vous faites alors? On récupère les billes de chemin de fer, on récupère les poutres, etc. Et on travaille le produit. Mais là, c'est plus 1 euro, c'est 10 euros. Okay. La chaise. Bon, je fais toujours mon calcul, je dis je vais faire x10, c'est toujours bon, donc voilà. Et là, commence le prémisse de la réflexion sur je vais me faire entuber ou je ne vais pas me faire entuber, tu vois, parce que la naïveté te dit ah, mais je veux voir les gares, viens me montrer où est-ce que tu vas aller chercher le bois, tu vois. Ouais. Et donc voilà, et là, puis je passe un peu de temps, et puis pour finir, ils m'envoient mon premier conteneur, et là, 80% de la marchandise est OK. Donc je perds 20% de marchandises, mais 80% de la marchandise est OK, parce qu'ils essaient de te refiler quand même une deux chaises là qui ne tiennent pas. Okay. Mais bon, voilà. Et puis, j'ouvre mon premier magasin. Avec les chaises, et puis ça cartonne, et puis on met des tables, et puis on met des meubles, et puis on met plein de choses. On fait venir des containers et des containers et des containers. Et là, à 25 ans, j'ai plusieurs magasins. Donc, qui fonctionnent super bien, et qui se vendent, etc. Et comme pour tout, quand il y a un truc qui marche, il y a des gars qui viennent. Bah oui. Et il y a des gars qui viennent, qui eux, ils ont l'argent, et qui ne prennent pas un container. Ils te prennent 1000 containers. Ouais. C'est Casa, tu vois, tous ces magasins ici, il y avait un truc qui s'appelait Rambach. Ils avaient 25 magasins spécialisés dans le tech. Donc forcément, ma chaise que je vendais 100 balles, lui, il la vendait 50. Donc moi, je la mettais à 49. Mais après, je gagnais plus d'argent parce qu'elle m'avait coûté 10, plus l'export, plus le loyer, etc., etc. Donc voilà, c'était une belle expérience. Puis un jour, le mec de chez Rambach, il vient et dit, écoute, voilà, moi je te rachète ton stock, vas-y, dégage. Parce que tu as vendu? Ouais, j'ai vendu, sans gagner d'argent. Ah, ok. Tu gagnes pas d'argent, en fait, tu récupères, parce qu'il faut bien... Mais moi, à l'époque, je crois que j'avais 600 000 de crédit pour ce projet. Parce que tu commences à aller voir les banques, tu dis, écoute, j'ai des containers, et puis tu payes des traites, etc., etc. Et puis à un moment donné, tu te dis, waouh, le boulot de dingue. Et puis tu as cette offre, je suis toujours joueur de foot pro. Ouais. Je suis transféré à Gand cette année-là, donc, qui est un grand club belge, tu vois. Et donc je me dis, l'un dans l'autre, on va se libérer du truc. Et donc voilà, et donc on s'est libéré du truc, mais c'était assez marrant de cette première expérience où je me suis fait enfiler par des meubles en tech à 80% d'humidité. Ok. Et donc tu nous as parlé de chercher des financements pour
créer cette première entreprise de vente de meubles. Comment ça se passe en fait? L'époque était. On vit dans un autre monde. Hein, tu sais, le monde des affaires il y a 30 ans et le monde des affaires aujourd'hui, c'est deux mondes différents. Ok. Il y a 30 ans, tu appelais ton banquier, tu disais ah, Fabrice, tu vas bien? Ouais, comment vont les enfants? Super, top. Écoute, j'ai besoin de 400 000. Ah ouais, comment on fait? Bah, je dis tu me les verses, je passerai la semaine prochaine signer les papiers. J'exagère, mais c'est quasi ça. Ah. Parce que voilà, il faut bien se rendre compte que le crack de 2008 a changé la donne. Moi, je suis passé dedans, je me suis fait laminer en 2008, mais tout ce qu'il y avait avant 2008, voilà, tu venais avec un plan financier. Enfin, faut se rendre compte, tu achetais une maison à l'époque, la banque te prêtait 130%. Donc ça veut dire que tu arrivais, tu avais une maison, elle valait 100 000 balles. Tu disais à la banque, ouais, mais j'ai les frais de notaire, c'est 10 000 balles, et puis j'ai 20 000 de travaux. Et la banque, elle disait, on te donne 130 000. Donc toi, tu ne sortais pas de cash et tu créais de la valeur. Aujourd'hui, la banque, elle dit, ah, la maison, elle vaut 100 000, on l'a fait expertiser, à la revente rapide, elle vaut 70 000, donc nous, on te donne 70% des 70 000. Donc le mec qui veut acheter une maison à 100 000, il doit déjà mettre 50 000 de sa poche, et la banque va lui prêter 50 000. Et tu dois payer tes frais de notaire, et si tu as des travaux à faire, tu les payes on top. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la banque, elle te prête 50 000 sur un bien qui sera évalué à 150 000 rapidement. Donc ils prennent zéro risque. Au contraire, ils espèrent que tu te plantes. Parce qu'ils se disent, putain, si le mec il se plante, je prends une tonne. Voilà. Donc c'est ça en fait la problématique. Donc le monde il a changé et au niveau des affaires, c'est pire. Aujourd'hui, moi, les banques qui me disent, ouais, on te prête 1 million, tu mets 1 million. Je dis, comment je mets 1 million? Bah, tu places 1 million et nous on te prête 1 million. Mais je veux dire, donc ça veut dire que je mets 1 million, tu prends mon million, tu me le prêtes. Et je paye des intérêts sur ce que moi j'ai mis. Exactement. Je dis, waouh, vous êtes fort. Vous êtes fort. Et alors, je viens te chercher le matin à la maison, je te dépose à la banque, comment on fait? Voilà, c'est ça, ma piscine, c'est toi qui nages dedans, on est tous d'accord sur le truc. Donc, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. À l'époque, tu appelais ton banquier, moi je me rappelle très bien, parce que j'ai eu plein de trucs, j'ai une boîte d'événements, etc. J'ai appelé mon banquier, je dis, ah ouais, voilà, je viens de signer un contrat avec Martini, on va faire autant, tatati, tatata. Ouais, c'est quoi tes objectifs? Ouais, c'est quoi? Je t'envoie un petit plan financier. Tu faisais un tableau Excel, là, genre, on va vendre, je sais pas moi, 2000 bouteilles, on va faire ci, on va faire ça, tac, tac, résultat autant. Tu envoyais le plan financier, il disait, je t'ai versé, hein, passe la semaine prochaine, signer le straight. Ouais, pas de souci. Puis te rappeler la semaine prochaine, ah, t'es toujours pas passé? Ouais, sorry, je passe, voilà. Et en fait, le business faisait le business. Je pense qu'à un moment donné, comme pour tout, il y a toujours l'être humain, cette tendance à profiter du système. Hein, malheureusement, c'est ancré dans la majorité des êtres humains. Parce que sinon, c'était un système de dingue. Parce que tu crées de la valeur, tu faisais du business, t'engageais. Moi, j'avais du personnel, j'avais des gens qui bossaient. Je l'ai toujours, mais je suis passé par des trous, tu vois. Donc, aujourd'hui, moi, je vois mon fils, il veut entreprendre, il entreprend. Il a dur, quoi. Il a dur parce que déjà, il veut le faire seul, donc ce qui est très valorisant pour moi et ce qui est bien pour lui, mais il a dur. Aller chercher un crédit à la banque, c'est une guerre, quoi. Hein. C'est vraiment ça. Donc, qui a aujourd'hui 100 000 balles de côté pour lancer un business, tu vois? Donc, il faut lutter. Donc, c'est vraiment cette différence-là au niveau des financements. Je pense que les gens qui ont fait des affaires il y a 30 ans, mais il y a 50, tu vois, c'était encore 1000 fois plus facile, tu vois, et à travers le temps, ça s'est réduit, et ça devient plus compliqué. Je t'en parlerai plus tard, mais moi j'ai un rêve. Mon rêve, c'est d'avoir à un moment donné assez d'argent que pour pouvoir aider les jeunes entrepreneurs. D'accord. Mais pas n'importe quels jeunes entrepreneurs. Les jeunes entrepreneurs qui ont raté une première fois. Ok. Donc, parce qu'aujourd'hui, c'est difficile d'avoir de l'argent quand tu n'as pas raté, mais quand tu as raté, la porte elle est fermée. Tu te mets dans l'armoire, c'est terminé, c'est bloqué, c'est toi et ta chance, et ta volonté. Donc je pense que les jeunes qui ont raté, ou les moins jeunes, hein, en tout cas les entrepreneurs qui ont raté quelque chose, ils ont certainement appris quelque chose. Moi j'ai vu ça aux États-Unis, parce que j'ai été pour développer mes centres aux États-Unis. Et j'ai voir des banques, j'ai discuté avec des gens. Et en fait, le mec il te demande, vous avez fait des faillites? En Belgique, tu dis, oh, si je lui dis que j'ai fait une faillite, comment ça va se passer? Et il dit non, tout va bien. Ah, vous n'avez jamais fait de faillite? Ça va pas aller alors. Et là, tu dis, ouais, en fait, c'est un truc. Tu vois, genre, si j'avais dit que j'avais fait de faillite, il a dit ça va pas aller. Donc, non, en fait, et après, le gars, il t'explique, il dit non, c'est plus facile. Enfin, c'est pas plus facile, mais en tout cas, on va aider plus quelqu'un qui a déjà raté une première fois. Parce qu'on se dit qu'il a appris de ses erreurs. Tandis que quelqu'un qui n'a pas raté, il a encore l'arrogance du début, je sais tout et je fais tout mieux que tout le monde. Et en fait, tu sais pas tout, enfin tu sais quasi rien, et tu fais beaucoup moins bien que plein d'autres. C'est ça. Après, tu peux t'améliorer,
Mais voilà, donc ça c'est la problématique de l'entrepreneur d'aujourd'hui. Hein. Je disais la résilience de vouloir continuer à aller jusqu'au bout, lutter dans la difficulté, etc. Et en fait, on ne devient un expert que si on a cette expertise à travers le temps. Parce qu'il y a plein de gens qui disent moi je suis un expert en informatique, je suis un expert en voiture, je suis un expert en foot. Mes potes, ça fait 2 jours que tu n'es pas un expert. Oui. Toi, tu es juste un amateur, un débutant. L'expertise, elle vient avec l'âge. Tu prends, je ne sais pas si tu t'intéresses un peu au foot. Pas trop. Vite fait, tu prends, je veux dire, les 10 meilleurs entraîneurs du monde. Oui. C'est des mecs qui ont 60 berges. C'est vrai. Et c'est des mecs qui ont été sur le terrain, qui ont été dans les vestiaires et qui ont persévéré. Tu vois, l'entraîneur du Real Madrid, Ancelotti, tu vois, il a été joueur de foot, une longue carrière, et puis il a été entraîneur, ça a fonctionné, puis ça a moins bien fonctionné, puis et maintenant c'est peut-être le meilleur entraîneur du monde. Et tu prends tous ces gars, en fait, voilà, c'est dans la persévérance et dans la durée qu'ils sont devenus grands. Aujourd'hui, on veut être grand tout de suite. On veut 1 million de followers. Tu vois, on veut se réveiller le matin, oh putain, j'ai pas encore eu 1 million de followers. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Et cette dynamique-là, elle pose un vrai problème, je pense, dans l'entrepreneuriat. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ratent. Donc de fil en aiguille, ce qui fait que les banques, comme il y a beaucoup de gens qui ratent, ils font attention. Donc après, il n'y a pas que ça, mais je dirais que c'est un raccourci simplifié. Mais en tout cas, c'est une des choses qui est la plus problématique aujourd'hui, c'est l'aide au développement. Et c'est pour ça que j'aimerais être le mec, moi j'aimerais être equalizer, tu vois. Oui. J'aimerais être ce gars-là, tu vois, qui fait tout pour le bien des gens et pour le bonheur et pour la bienséance et pour le respect. J'aimerais être ce mec-là, mais pour ça il faut avoir l'argent. Oui. Il faut avoir quand même beaucoup d'argent pour pouvoir se permettre de pouvoir aider les autres financièrement déjà, sans que ça te pose un problème à toi, parce que tu as quand même envie de garder ton confort de vie. Et donc, moi je ne veux pas être le plus riche du cimetière. Je ne veux pas avoir 16 voitures, 42 maisons. Je veux juste être heureux, que ma famille soit heureuse, que tout le monde vive bien. Et si je pouvais un jour aider les gens, en tout cas ces entrepreneurs-là, parce que je suis passé par là, et j'ai eu tellement dur et tellement de peine pour y arriver, et tellement de douleur pour y re-arriver, que je me dis, si j'avais un jour cette chance de pouvoir aider, avec mon expérience, tu vois, de dire aux gens, écoute, fais gaffe à ça. Moi, je ne veux pas driller les gens, je ne veux pas leur dire c'est comme ça, c'est comme ça. Oui. Je le fais dans mon entreprise parce que je connais mon business, je connais ma matière. Bien sûr. Donc, je le fais dans mon entreprise. Par contre, je ne connais pas ce que toi tu fais, je ne connais pas ce que lui fait. Mais dire, écoute, fiscalement, je pense que c'est mieux faire comme ça. Tu vois, au niveau du levier financier, c'est mieux faire comme ça. Le placement de produits, tu vois, voilà, le placement de produits dans ce type-là, c'est quoi ta cible, c'est quoi J'ai appris tout ça avec le temps. Oui. J'ai appris en travaillant avec Adidas, avec Martini, avec Porsche, justement. J'ai travaillé avec tous ces gens. Donc j'ai appris tellement de choses, à tellement de niveaux. J'ai fait des meubles, tu vois, j'ai fait plein de choses. J'ai travaillé pour des sites de paris en ligne. Donc j'ai vu Et en fait, tu as envie de donner toute cette expertise à quelqu'un qui le mérite. Oui. Et pour pouvoir le donner, je dis bien donner, il faut avoir de l'argent. Parce que sinon, tu dois le vendre. C'est vrai. Ah oui. Et donc, on parle de consultance, ben voilà. Oui. Et moi, je voudrais le faire gratuit. Enfin, gratuit, je voudrais aider les gens. Les gens. En rentrant dans leur boîte, et je ne suis pas un philanthrope, donc en me disant, voilà, moi, je prends 10% des parts de ta boîte ou 20% de tes parts de ta boîte, je finance le travail, je t'aide, etc. Et toi, tu vas prendre 80% du gras. Oui. C'est beau. Oui. Donc, et ça c'est un objectif de vie, en fait. D'accord, trop bien. C'est super inspirant. Du coup, je comprends mieux aussi comment ça se fait que, je ne sais pas si tu es au courant, mais sur les réseaux, il y a pas mal d'infopreneurs qui se lancent et qui créent des groupes d'entrepreneurs, alors qui s'entraident. Alors, je pense que derrière, ils se font monétiser parce qu'il y a peut-être un abonnement, etc. Et je me disais, mais comment ça se fait qu'ils puissent être autant à avoir des groupes de centaines d'entrepreneurs? Et je me dis, mais si ça se trouve... ils ont peut-être 1 ou 2 personnes qui drivent le truc et tout le reste, c'est que des débutants. Donc, mais je découvre aussi qu'il y a cette volonté de pas mal d'entrepreneurs de vouloir enseigner et ça, c'est... Ouais, je pense que c'est l'avenir, quoi. Je pense que c'est l'avenir. Si on veut... Tu sais, si l'économie mondiale, elle est drainée par les petits entrepreneurs, les PME. 85% du chiffre d'affaires de la Belgique est fait par les entrepreneurs. Donc, tu imagines la redistribution pour tous les gens. Il y a 5 millions de personnes qui travaillent sur 11 millions d'habitants. En Belgique. Donc il y a 6 millions de personnes qui gagnent de l'argent ou qui reçoivent de l'argent, enfants, grands-parents, chômeurs, etc., pour les 5 millions qui travaillent. Oui. Dans les 5 millions qui travaillent, il y a 500 000 entrepreneurs. Les 500 000 entrepreneurs font 85% du chiffre d'affaires. Oui.
Tu t'imagines ce que ça veut dire, ça? Ouais. C'est un truc de fou. Donc, si on n'entretient pas ce vivier d'entrepreneuriat, on va tous sombrer. Oui. Parce qu'à un moment donné, les caisses se vident. La machine à billets, voilà, malheureusement, elle n'existe pas. Donc, ça va vraiment poser de problème. L'écart va se creuser. Donc, en tant que démocratie, je crois qu'on a le devoir de développer l'entrepreneuriat et pas de dire, ouais, on veut travailler moins, on veut te payer plus. Non, parce qu'aujourd'hui, il faut conscientiser les gens. L'entrepreneuriat, c'est l'arbre sur lequel il y a tous les fruits. D'accord. Il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas de pomme. T'as faim, tu veux une pomme? Ok, mais il faut l'arbre. Oui. Tu vois, il n'y a pas de train s'il n'y a pas de locomotive. Alors, demande pas pourquoi le chauffeur du train gagne mieux que le gars qui fait les billets. Parce que le chauffeur du train, c'est plus dur. Il doit tirer tout seul. Hein. Et s'il se plante avec tout le monde. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, tu sais, moi je suis chef d'entreprise. Si je me plante demain, il y a peut-être 80 000 personnes qui sont chômées. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que moi, on ne va pas m'aider. Hein. Moi, on va justement me taper sur la tête en me disant « Bam, il s'est planté, le mec, regarde là, je t'avais dit qu'il allait se planter. » Moi, ça m'est arrivé. Et les 80 personnes qui perdent le boulot, ils vont trouver du boulot ailleurs. Moi, je ne vais plus jamais trouver de boulot. Je vais devoir me refaire. On doit se refaire, non? Oui. Parce que quand tu vas sonner à une porte après, les gens font « Ah, sorry, Ouais. waouh, je t'ai bien planté. Hein. » Ben ouais, quand on est grand, qu'on veut être grand. Et ça, c'est la problématique de l'entrepreneur. C'est que lui, il est dos au mur tout le temps. Donc, quand tu as un employé qui dit ouais, « J'ai mal aux dents, j'ai mal aux oreilles », je comprends, on peut avoir mal aux dents. Moi aussi, j'ai mal aux dents. Mais moi, quand j'ai mal aux dents, je dois venir au boulot. Oui. Tu vois? Et je comprends que lui, il reste à la maison. Mais après, il doit aussi comprendre que tu demandes, tu as des exigences par rapport au travail. Ouais, mais même pas la pression. Tu vois? Oui. Donc, c'est un tout. Hein? Et je pense qu'aujourd'hui, l'économie de l'entrepreneuriat va passer par la compréhension globale qu'en fait, on est le moteur de l'économie. Sans nous, il n'y a rien qui va se passer, il n'y a plus rien qui va arriver. Donc, parce que les multinationales, ils sont déjà tellement loin dans la défiscalisation qu'il ne faut même plus y penser à ces gens. Tu vois, il faut laisser, ils sont sur une île, tu vois. Donc, nous, il y a eux, et il faut avoir l'intelligence de respecter et dire, ils sont là, laisse-les faire. Oui. Voilà. Mais nous, comment on fait? Ça veut dire nous, les travailleurs et les entrepreneurs. Nous, comment on fait? On doit le faire ensemble. Et on laisse les mecs sur leurs îles, et voilà, et tant mieux s'ils ont 62 jets privés. Grand bien leur face, tu vois. Mais il faut arrêter de regarder dans l'assiette du voisin en disant « Mais regarde-le là, il a 14 Rolex. » Ben ouais, super. L'heure, elle est la même, hein. Ouais. Il n'a pas 14 mains non plus. C'est ça, exactement. Donc, non, c'est super inspirant ce que tu dis. Franchement, merci beaucoup en tout cas de partager ça avec nous. Et déjà, je te rassure, par justement ton partage, tu aides déjà des entrepreneurs. J'espère. Moi, ça m'aide. Hein. Je prends note et je trouve que c'est vraiment super, super inspirant. Est-ce que tu peux me parler de ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté privée, c'est ma famille. Voilà, j'ai 2 enfants, 2 garçons. Avec des hauts et des bas familiaux, hein. On se tire dessus, on s'aime plus, voilà. Je pense qu'ils ont tous les deux, c'est de bons gars, 2 garçons, un de 11 et un de 22, voilà. Mes parents, qui sont des gens exceptionnels, qui ont eu leurs galères et qui ont eu les miennes. Donc eux, ils ont passé à travers les leurs et les miennes, et ils sont toujours là. Et ils sont toujours les premiers à m'accueillir, bras ouverts. Donc je suis assez fier d'avoir des parents comme ça. Et ma compagne, qui est à côté de moi et qui supporte le fait que je travaille 18 heures par jour, 362 jours par an. Ah ouais. Ouais, c'est chaud. Et voilà, donc moi je me réveille, la première chose que je fais, c'est regarder mes mails. Et je vais me coucher en m'endormant sur mes mails. D'accord. Globalement, tu vois. Ok. Donc, ou sur mes mails, ou sur des trucs, etc. Hein, tu sais qu'en tant qu'entrepreneur, sur une journée, tu as 10 nouvelles. Tu en as une bonne et 9 mauvaises. Ça, c'est la vie d'entrepreneur. Donc, tu dois avoir cette tolérance par rapport à la vie. Donc, c'est une de mes fiertés, c'est d'avoir eu les capacités de rebondir à travers le temps, d'avoir la résilience. Et je crois que j'ai pas marché sur trop de têtes. En tout cas, sur les têtes que j'ai marché, c'est des gens qui ont essayé de marcher sur la mienne, on va dire. Donc, okay. Voilà. Donc, et ça, je suis très clair par rapport à ça. Donc voilà, ça c'est, je dirais, c'est ma
ma fierté familiale et la fierté professionnelle, c'est d'avoir su rebondir 2-3 fois Oui, à travers les échecs et surtout d'avoir appris beaucoup de choses de plein de gens. Donc voilà. d'accord. Et tu disais, aujourd'hui, c'est très difficile pour les jeunes entrepreneurs d'aller jusqu'au bout. Et ça, je suis totalement d'accord avec toi parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux, tout ce qu'on voit autour de nous, les gens prônent la réussite facile, la réussite rapide. On voit des millionnaires à 20 ans, 21 ans, 22 ans, des gens qui disent, voilà, moi, en un an, je suis passé de 0 à 1 million. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, tous ceux qui se lancent, donc ils ont envie de se lancer parce qu'ils voient des exemples qui sont pas représentatifs de la Ouais, réalité. Donc eux, ils commencent quelque chose, ça marche pas, ils se disent j'ai échoué, alors qu'en fait, ils ont peut-être même pas fait 20% du parcours, on n'a pas fait 5% du même parcours. pas fait 5% du parcours. Mais comment on fait pour se dire là, j'ai fait mon maximum et je suis pas en train de m'enfoncer dans un truc où à quel moment on détermine qu'on est vraiment arrivé au bout et que là c'est un échec et qu'il faut rebondir? Bah, écoute, déjà, les réseaux. Voilà, les réseaux sont intéressants à un certain niveau commercialement, on va dire. Tu sais que justement, quand il y a un jeune de 20 ans qui est millionnaire ou milliardaire à 20 ans, tu sais que c'est justement l'exemple qu'il ne faut pas suivre, parce que ça n'arrivera jamais, parce qu'il y a des exceptions dans tout. Tu vois. Cristiano Ronaldo ou Messi, il y en a un, ou il y en a deux. Tu vois. Il n'y en a pas de 200 000. Oui. Donc voilà, donc, il y a des gens avec un talent fou qui ont sorti une appli, qui ont eu la chance, qui ont eu le truc, etc. Mais ça, c'est vraiment pas relevant, quoi. Tu dois te dire, bah, tout est possible. Il y a des mecs qui gagnent l'euro million. Tu vois, il y en a un par semaine. Tu vois, Oui. donc, il y en a 200 millions qui jouent. Tu vois, Oui. je dirais. Donc ça, c'est vraiment des cas irrelevants. Donc il faut vraiment mettre ça de côté. Peut-être regarder avec admiration. Je trouve que, tu sais, je suis très très dans la pensée positive. Si tu penses positif, tu reçois positif. Si tu penses négatif, tu reçois négatif. Donc si tu dis, ouais, fils de pute, tu vas avoir toute cette négativité qui va revenir vers toi. Je pense qu'il faut être admiratif des gens qui réussissent. Et il faut essayer de voir ce qu'ils ont fait pour réussir. Pas juste dire, ah putain, moi je veux aussi la Ferrari. Oui, ben, ce salaud aussi, la Ferrari, je ne peux pas l'avoir. Non, non, si, là peut-être, moi je peux l'avoir aussi. C'est un exemple. Mais il faut savoir surtout comment ça a été fait. Et qu'est-ce qu'il a fait pour y arriver. Donc ça, c'est une première chose. Alors, moi je pense qu'il y a moyen d'éviter tous les échecs. Ok. Je pense qu'on peut éviter tous les échecs. À partir du moment où on ne pense pas que c'est un échec. Ah, Tu vois, ok. c'est juste une étape. Par contre, lancer un projet et après 6 mois dire ouais, ça ne va pas marcher, ça c'est un échec, mais un échec personnel vis-à-vis de soi-même. Ce n'est pas un échec vis-à-vis du produit. Je pense qu'il faut, aujourd'hui, forcément il y a plus de concurrence, il y a plus de choses, mais il y a aussi plus de marché. Donc l'un dans l'autre, on me disait toujours ouais, mais avant, quand on faisait des affaires, voilà, il n'y avait pas les réseaux. Il n'y avait pas les réseaux, mais donc tu ne pouvais pas vendre trop. Ouais. Aujourd'hui, moi je vends des abonnements online. Tu vois, avant, chaque client qui rentrait chez moi, c'était toc, toc, bonjour, hein, vous allez bien. Et il fallait vendre l'abonnement. Aujourd'hui, on a la possibilité d'ouvrir. Après, il faut se donner les moyens, il faut travailler. Et ce n'est pas toujours une question d'argent, une question de créativité. Donc, je pense qu'il faut être créatif, avoir une bonne idée, la développer, et même si elle n'est pas très très bonne, l'améliorer, l'améliorer, l'améliorer. Et ça, c'est la persévérance. Donc, je pense qu'à un moment donné, où tu as réussi à aboutir sur un produit, tu as essayé de le commercialiser, tu as essayé de le développer, tu as essayé de... Ça prend du temps et on ne le vend pas forcément tout de suite. Des fois, moi j'ai fait des trucs où le monde n'était pas prêt. C'est arrogant de dire ça, mais Oui. j'ai développé des choses et on n'était pas prêt pour ça. Oui. Le timing était pas Le timing n'était pas bon. Ouais. Et aujourd'hui, je serais milliardaire. Je vais te donner un truc, le tag des joueurs de foot. Moi, je l'ai proposé à une société, une entrée en bourse, en 2006. Ah oui. Et les gens ont dit, mais ça ne va jamais fonctionner. Aujourd'hui, tous les sportifs sont tagués, on voit combien de kilomètres ils ont marché, où ils ont joué, transfert marque, blablabla. Bla, bla, bla. Tout ça, moi, j'ai les ébauches de ça en 2004, 2005, 2006. Ouais. Je l'ai proposé à l'entrée sur le marché libre en 2007 pour rentrer en bourse. Et il y a eu le crack boursier en 2008. Donc, c'est le timing. Donc voilà, on était trop devant. Et en fait, il y a ça aussi. Mais peut-être que si j'avais persévéré, et si j'étais... Parce que quand il y a eu le crack, je me suis dit, ouais, bon, j'aurais pas l'argent pour le faire, je vais passer à autre chose. Et en fait, peut-être j'aurais dû me dire, tu sais quoi, on va aller plus loin. On va aller voir un autre organisme. On va aller voir d'autres gens. Et on va commencer à développer, etc., etc. Et peut-être que ce serait moi, aujourd'hui, Mediaset.
Tu vois, avec le tagging des joueurs, les tablettes où on voit, on bouge, on dit il a couru 42 mètres, il a fait ci, fait ça. Voilà. Donc, aucun regret, parce que j'ai de la chance d'avoir eu cette idée. Hein. Donc, déjà, je me suis dit, waouh, t'es quand même pas si con. Ouais. Donc voilà. Mais je pense qu'il faut aller jusqu'au bout du process. Et à un moment donné, tu te rends compte par toi-même que c'est le mur et que tu n'y arriveras pas pour différentes raisons. Mais là, il faut les analyser. Je ne suis pas un bon commercial. Je ne sais pas me lever tôt le matin. J'arrive pas à ouvrir mon réseau. Il y a plein de choses. Je ne me suis pas entouré des bonnes personnes. Aujourd'hui, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il faut s'allier. Il faut essayer de s'allier au maximum. Voilà, être associé avec quelqu'un, c'est mauvais. Moi, j'ai un associé depuis 10 ans. On se tape dessus 3 fois par semaine pour X ou Y raison. Mais on se respecte. Oui. Tu vois? Ouais, mais putain, t'as pas fait ça. Et toi, t'es parti là en Espagne trop tôt. Voilà. On a ces conversations. C'est dur. Et puis on se dit, je passe te chercher à 8h, on va boire un café. Ok. Ah ouais, non. Ah ouais, c'est vrai, sorry. Ouais, je me rappelle. Voilà. Et en fait, je pense que l'association, c'est bien. Il faut faire les bonnes associations. Ouais. Il faut choisir les bonnes personnes. Et à contrario de ce qu'on disait avant on disait, il y a eu une période où on disait, ne t'associe pas avec ta famille, ne t'associe pas avec tes amis, ne fais pas des affaires avec tes amis. Aujourd'hui, toutes les études, les plus grandes études américaines prouvent que les affaires, tu les fais avec ton réseau proche. C'est eux, ton avenir. Et tu peux regarder sur des Warren Buffett, des gens comme ça, ils vont tous te dire, aujourd'hui, toutes les études disent que c'est le premier réseau, le réseau chaud qui va te permettre de faire des affaires. Ok. Donc, c'est de ne pas avoir peur de dire à ton meilleur pote, on ne ferait pas ça ensemble. Et on a, en fait, tu vois, c'est le côté occidental où on se dit, ouais, mais si je perds l'amitié parce que je fais une affaire et on ne va pas être d'accord sur le principe, non, tu mets les règles claires. Voilà, c'est comme ça, moi j'ai envie de faire ça, qu'est-ce que tu en penses? Tu ne ferais pas ça avec moi parce que tu as cette qualité. Et en fait, tu vas déjà aller beaucoup plus loin dans le process avec quelqu'un que tu connais, qui t'aime et que tu aimes. Parce que tu vas déjà, à partir du moment où les choses financières sont claires, tu vas déjà le connaître. Oui. Donc, comment l'aborder? Tu ne vas pas lui dire, ouais, putain, t'avances pas. Tu vas dire, Jean-Marc, aujourd'hui, on avait envie de son petit café à 9h. Hein. Tu vois? Voilà. Et donc, tu vas savoir comment l'aborder et lui, il va savoir comment t'aborder. Les gens qui t'aiment, ils vont essayer de faire en sorte que tout fonctionne parce qu'ils n'ont pas envie de te décevoir. Oui, c'est vrai. Et toi, tu n'auras pas envie de les décevoir. Tu vois, moi, je vends des franchises. Et j'ai un de mes meilleurs potes à qui j'ai vendu une franchise il y a 7 ans. Aujourd'hui, il en a 6. Ok. Il cartonne. Il n'est pas toujours content, je ne suis pas toujours content. Mais on est super amis. On a passé un mois, un week-end ensemble à Marbella. Top, et voilà. Il est super heureux. Il gagne une tonne. Sa vie, elle a changé. Il est passé d'être coach à être propriétaire. Oui. Il a une maison à lui. Il a développé. Et c'est un de mes meilleurs potes. Et les gens, ouais, mais avec les potes. Ah ben, tu sais quoi, moi j'étais dans une situation un peu plus facile. Il a besoin. Pourquoi pas? Il s'est tué à la tâche. Il a fait le taf. Et aujourd'hui, il a, je pense, 5 ou 6 studios. Tu vois, voilà, je parle avec un autre pote qui a investi dans 2 différents projets avec des gens qu'il ne connaissait pas, qui pensaient qu'il connaissait, mais qui ne connaissaient pas vraiment. Et toi, il me dit, ouais, tu sais, tous les mois, je dois remettre de l'argent. Et en fait, le gars, il ne fait pas, etc. Je lui dis, fais un truc avec des mecs que tu connais depuis 20 ans. Ouais. Parce que tu connais, tu sais s'il est fainéant, il est fainéant. S'il se lève tôt, il se lève tôt. S'il se lève tard, il se lève tard. Mais tu sais ça. Tu as déjà toutes les informations de base. Après, quelqu'un qui t'aime ou que tu aimes, ça va donner de l'amour dans la confection du truc. Et ça, je pense que l'avenir, il est là. D'ailleurs, je te dis, tu regardes toutes les études aux États-Unis, disent que c'est le cercle proche qui te fait faire les meilleures affaires aujourd'hui. Okay. Alors que c'était l'inverse avant. D'accord. Donc, il faut penser à ça. Moi, je travaille avec ma femme, je te dis, je travaille avec ma femme, j'ai mes meilleurs amis qui sont franchisés. Voilà, je propose à tous les gens que je connais de faire des franchises parce que je gagne une tonne avec mes studios. Enfin, je gagne de l'argent avec mes studios. Oui. Donc, je leur dis, mais pourquoi tu ne le fais pas à studio? Moi, je te donne tout le process, tout déjà réglé. Tu trouves cet argent-là, tu le fais et demain, tu gagnes de l'argent. Okay. Combien d'argent il faut pour ouvrir une franchise? 200. 200 000 200 000, clé sur porte. Ça veut dire 200 000, demain, tu as 200 000, tu ouvres un studio, tu vas dégager, tu dois avoir un fonds de roulement de 6 mois. Ok. À partir de 6 mois, tu gagnes 3 000 à 4 000 par mois. Et à partir d'1 an, tu gagnes 10 000 par mois.
Ok. Ah Donc, oui. si tu es fort, moi j'en ai qui sont très forts. Moi j'ai une franchisée en province, elle a 2 studios. Elle a remboursé ses 2 franchises en 2 ans. D'accord. Donc, Wow. voilà, et là, Il elle est n'y sur en le a pas velours. en France? Non, non, il y a d'autres, il y a des concurrents en France. Le marché français, je ne l'ai pas ouvert parce que je n'ai pas eu les bonnes personnes. D'accord. Donc voilà, donc c'est toujours la même chose. Aux Pays-Bas, on a ouvert parce que j'ai trouvé quelqu'un de top. L'Espagne, on l'ouvre nous. En Belgique, c'est mon territoire, donc c'est plus D'accord. facile chez qui est qui. Tu vois, prendre un franchisé, c'est pas prendre n'importe qui. Parce que c'est ta marque. Oui. Tiens, tu préfères un beau gosse qui porte ton t-shirt, tu vois. Donc globalement, c'est important. D'accord. Et quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour que parmi tes critères à toi? Chez nous, il faut que le mec il soit sérieux. Tu ne dois pas forcément être dans le sport, tu vois. Mm. Pourquoi? Parce que nous, on te met des équipes en place. Donc, tu dois être entrepreneur. Ok. Tu dois être prêt à donner de toi-même. Donc, nous, on a des plateformes, tu connais peut-être les leads marketing, donc les landing pages. Oui. On a ce genre de plateforme en interne. Donc, nous, on crée de la clientèle Oui. pour nos franchisés. Après, il faut appeler, il faut se Oui. faire le suivi, etc., faire signer les contrats, etc., etc. Donc, nous, on donne toutes les facilités, mais il faut que ce soit un entrepreneur, qu'il ait une vision, qu'il travaille, et qu'il ne se dise pas l'argent qui rentre, je vais commencer par acheter une Ferrari ou une Rolex. Mm. Donc ça, pour moi, c'est important, ces critères-là. C'est quelqu'un, bien sûr, qu'on adore tous avoir une Ferrari ou une Rolex, tu vois. C'est légitime, ça. Mais par contre, je veux que le gars ait une vision, qu'il ouvre un studio, qu'il dit, voilà, je gagne, je paye mon personnel, tout va bien, je fais tourner la boîte, je donne une belle image. Et en fait, je voudrais ouvrir un 2e studio. Ouais. Donc moi, c'est ces gens-là que je veux. Ok. Je veux, c'est pas les gens qui disent, ouais, moi j'ai un studio, je prends ce que j'ai à prendre, et voilà, et après je suis au bled et tout va bien. Non, moi je veux les gens qui disent, je prends un premier studio, c'est dur. Comme mon pote, il n'avait pas de thune. Il a dû lutter pour trouver l'argent, il a trouvé l'argent, il a fait son premier studio, 2e, 3e. Voilà, là on a une autre franchisée, là on a aussi 2, 3, et maintenant, et voilà. Et en fait, l'objectif, c'est des gens comme ça, c'est des gens qui ont une vision, qui vont aider la marque, tu vois. Ouais. Ok. Donc voilà. Super. Est-ce que, toujours dans la même idée, tu pourrais nous donner ton secret euh, pour réussir? C'est-à-dire la chose qui te caractérise et qui fait que tu arrives à entreprendre des choses qui marchent. En tout cas, que tu as réussi. Alors, je vois tout en grand. Ça, je suis optimiste dans les affaires de dingue. Ça veut dire que moi, je vois tout en couleur. Ok. Je vais te dire, je sais pas, j'ai pas d'exemple concret, si, j'ai des exemples concrets, mais moi, je vais te dire, ouais, ce projet, tu vois, on va faire 10. Non, moi, je vais te dire, on va en faire 100. Tu vois? Je vais pas m'arrêter en disant, on va ouvrir un petit centre, tu vois? On me dit, ah ouais, on va ouvrir un centre, on va ouvrir 200. Moi, à la base, je vais dire, voilà, on va ouvrir 50 centres. Et en fait, si tu en ouvres 40, tu n'es pas loin de 50. Si tu dis j'en ouvre un et que tu en ouvres 2, tu es très loin de 50. Oui. Tu vois? Donc ça, je crois que ma plus grande... Enfin, j'ai 3 qualités et 167 défauts, pour pas être trop prétentieux, mais je pense que je suis un rêveur. Je crois qu'il faut frôler un petit peu la mythomanie intelligente. Ça veut dire, c'est de se persuader des choses. Ok. Donc, c'est pas la mythomanie, genre j'ai 2 Rolls-Royce, Ouais. c'est plutôt genre je vais faire 10. Ouais. Et donc, pour les gens, ça va être de la mythomanie. Ouais, le gars, il va faire 10, c'est un mytho. Ouais. Tu vois. Parce que, en fait, ça, c'est une mythomanie positive qui va t'amener, qui va te tirer vers le haut. Ouais. Dire j'ai 2 Rolls-Royce et que tu habites dans un 40 mètres carrés, c'est pas, non. c'est pas le game. Tu vois, donc ça, c'est important. Je pense que ça, c'est une de mes grandes qualités, c'est l'optimisme professionnel et commercial. La persévérance, d'aller jusqu'au bout du truc, de jamais lâcher quand c'est dur. Et c'est dur tout le temps. Il ne faut pas lâcher. Et en fait, toi, tu sais que c'est dur et tu vois que c'est dur. Les gens ne savent pas que c'est dur et ils ne voient pas que c'est dur. Ouais. Donc c'est ça qui est plus dur encore. Ouais. C'est parce que les gens ils disent, regarde le mec là, pour que c'est 30 centres, il gagne une tonne, etc. Ouais, je sais, mais tous les matins quand je me réveille, il y a 10 problèmes à gérer. Ouais. Quand je me couche, il y a 10 problèmes à gérer de demain. C'est ça.
Et la banque qui te dit, ah oui, monsieur Camus, mais bon, voilà, vous avez votre leasing de là, machin, etc. La banque, le truc, machin. Ouh, tu vois. Ouais. Et c'est, en fait, c'est en permanence. Ton cerveau, il est en permanence. Que moi, ma femme, elle me dit des trucs et je lui dis, on a réservé quand le billet d'avion? Mais je te dis, il y a une demi-heure. Ah oui, c'est vrai ça. Ouais. Tu vois, parce que en fait, tu es tellement dans l'occupation mentale. Donc, pour ça, il faut être persévérant. Il faut physiquement et mentalement. Et puis, j'ai une force physique de résilience qui est assez hors du commun. Je crois que ça vient du foot. Hein. D'accord. Voilà, parce qu'au foot, c'est ça en fait. En fait, la représentation de l'entrepreneuriat pour les joueurs qui ont eu des longues carrières, c'est ça en fait. Foot, moi, j'ai été opéré des genoux à 24 ans. On m'a opéré 8 fois des genoux en 6 mois. Et la dernière opération, le médecin, il me dit, ouais, monsieur Camus, si on rate celle-là, il faudra penser à faire autre chose. Je dis, ben, tu ne vas pas la rater alors. Hein. Ouais. Tu vois. Tu vois. Ouais. Et je me suis réveillé en pleurant sur la table de réveil, tu vois. Pleure parce que tu te dis, Ouais. qu'est-ce qui se passe derrière? Ouais. Et puis tu t'entraînes et c'est dur et tatati tatata. Puis après j'ai eu une sacralisation, donc la dernière vertèbre entre le L4, L5 et le sacrum, elle s'est compressée, le disque est disparu et donc la dernière vertèbre s'est soudée au sacrum. Donc ça veut dire tu as douleur de dos de dingue. Ouais, Quoi. ouais. Ça va être compliqué. J'avais 26, je pense, ça va être compliqué. Je l'ai fait jusqu'à 37. Donc, D'accord. et dans la douleur et dans la truc. Et je pense que ça, le football, c'est une bonne école de vie parce que le sport, hein, tu marques un but samedi, tu es le roi du monde. Les gens, waouh, Ouais. quel joueur de dingue. Tu t'entraînes la semaine et le samedi suivant, tu es moins en forme et tu rates un penalty. Ouais. Et les gens, regarde ce Ah ouais. chien, là, Ouais. qu'est-ce qu'il fait en cette équipe, etc. Donc, tu as aussi cette remise en question permanente. Le foot, ça a été une grosse école de vie pour moi parce que tu as la remise en question tous les jours. Tu dois être bon tous les jours pour être dans l'équipe du week-end. Si tu ne t'entraînes pas bien, tu n'es pas dans l'équipe. Donc tu dois être fort, tu dois être plus fort, tu dois faire des sacrifices. Il pleut, il neige, etc. Et le week-end, tu dois passer au-dessus de la violence intellectuelle des gens ou manque d'intelligence des gens, du supporter. Tu dois passer au-dessus de ça. Oui. Tu dois passer au-dessus de la vénération. Waouh, Dieu. Et tu dois passer au-dessus du fait que ouais, c'est un chien, regarde là, ça fait 3 matchs, il ne touche pas une balle là. Qu'est-ce qu'on fout avec lui? Il faut le virer. Ouais. Et tu vois, et donc ça, c'est une grosse école de vie. Et je crois que ça m'a vraiment bien forgé mon caractère. D'accord. Et ça, c'est une de mes qualités. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a inspiré? T'a le plus inspiré à faire ce que tu fais? Mon père, peut-être, qui a essayé des choses. Ok. Voilà. Donc je pense que j'ai mis le pied à l'étrier parce que j'ai vu essayer des choses et j'ai vu que voilà, il fallait essayer des choses. D'accord. Donc je pense, voilà. Après, l'admiration, je l'ai pour tous les gens qui ont réussi Ouais. ou qui ont eu difficile et puis qui se sont relevés. Donc je me suis inspiré de tout le monde. Voilà, une autre qualité, j'ai 0,11 de jalousie. Pour moi, je suis admiratif des gens qui font des choses, Ouais. qui réussissent ou qui ratent. Je suis admiratif et j'écoute et je prends ça avec ferveur. Et puis voilà, il y a des mecs qui ont fait des trucs de fou. Hein. Je regarde les sportifs, des Michael Jordan, des gens comme ça. Tu te dis, waouh, tu sais, quand ils avaient la détermination, ils avaient le truc. Ouais. Tu te dis, voilà, ils sont forts dans la tête, ils sont forts, ils sont conscients de leur talent, ils travaillent de fou. Et tu te rends compte qu'en fait, tous les gens qui font des grandes carrières, des longues carrières, Oui. c'est des gens qui ont une persévérance et qui travaillent de dingue. Tu vois, j'ai vu une interview de Kobe Bryant. C'est ses coéquipiers qui parlaient de lui. Il disait, ouais, un jour on fait un concours, le premier qui arrive au petit déjeuner. Et donc l'équipe dans laquelle il joue, c'est au premier. Donc le gars il dit, je vais me réveiller à 5h du mat. Le petit déjeuner c'était à 8h. Je vais me réveiller à 5h du mat et je me dis, ouais, je vais être le premier. Tu vois. Ouais. Et le gars il arrive au petit déjeuner et il y a Kobe Bryant qui est déjà à table, en transpiration. Et le gars lui dit, t'as couru pour venir? Il dit, non, moi je viens de faire 2 heures de salle. Donc le mec il avait été s'entraîner 2 heures, il était le premier au petit déjeuner, et son coéquipier fait le gars il est loin. Et en fait, grâce à son émulsion, les mecs ils se sont réveillés plus tôt, et ils ont essayé de s'entraîner avec lui dans la salle. Et puis l'équipe elle est devenue meilleure. Et en fait, hein, tu sais, tout le monde en parle, entoure-toi de gens qui veulent avancer, et tu vas avancer. Prends 5 personnes autour de toi qui veulent s'améliorer, tu vas t'améliorer. Tu traînes avec les mauvais, tu vas aller vers le bas. Et ça, c'est ce que j'ai envie de dire aux jeunes.
Les gars, choisissez les gens qui vont vers le haut. C'est peut-être pas les plus beaux, c'est peut-être pas les plus fun, mais ils veulent aller vers le haut. Et ils vont t'emmener vers le haut. Et tu seras, tu sais, moi je suis super fun, tu vois. Mais si j'ai pas les gens à côté de moi, voilà, moi je suis fun dans ma vie privée, je vais à Ibiza, je vais dans des clubs, je m'amuse, tu vois. Ouais. Je passe du temps. Mais l'émulsion professionnelle, elle vient des gens qui veulent aller vers le haut. Donc, si tu n'as pas ces gens-là autour de toi, c'est compliqué. Ouais. Tu peux le faire seul si tu es très fort. Ouais. Si tu es Michael Jordan. Ouais, mais voilà, ça, c'est les exceptions. Hein, le milliardaire à 20 ans. Tu vois, c'est des exceptions. Mais tout le reste, entoure-toi, parle avec des gens qui font des choses. Et pas des gens qui glandent. Ça, c'est les jeunes aujourd'hui. Oui. Il faudrait qu'ils comprennent. Est-ce que tu peux nous dire le plus gros risque que tu as pris dans ta carrière? Ouais, j'en ai pris une tonne. Vraiment. Je crois que chaque décision est un risque. Je crois que chaque décision est un risque. J'ai des risques qui ne sont pas passés et des risques qui sont passés. Donc, le risque qui n'est pas passé, c'est que j'avais une boîte d'événements qui cartonnait. Et tu vois, pour organiser des événements, tu loues des salles, tu les aménages et tu fais un événement. Tu fais 3000 personnes, un concert ou whatever. Et en fait, un jour, je me suis dit, ça serait peut-être plus intelligent d'avoir une salle à moi et de l'utiliser pour les événements et le week-end de l'utiliser en boîte de nuit. Ok. Ouais. Et j'ai fait ça. Et ça s'est pas passé. Ouais. J'ai eu 2 boîtes de nuit. Donc la première, super bien. Et puis, à mon image, je veux une deuxième, plus grande. Ouais. Voilà. Et en fait, c'était un métier que je ne connaissais pas assez. Donc, je n'avais pas peut-être l'expertise suffisante. Et tout ce qui se passe la nuit est plus compliqué. Ok. Les influences de l'alcool, de la drogue, etc. etc. Ouais. Tout est plus compliqué, les gens sont différents. La mentalité est différente, les gens cherchent... C'est l'individualisation dans le groupe. Tu vois, D'accord. tout le monde voit son petit truc à lui. Alors que moi, j'avais l'habitude de travailler en équipe. Les équipes, en fait, ce n'est pas tes équipes. C'est des équipes qui travaillent individuellement pour eux. Donc, c'est plus une équipe. Donc, c'était plus compliqué. Et puis, c'était le début, c'était en 2000, entre 2007 et 2013, 2012. C'était à l'époque où les festivals ont commencé à fleurir. Festival de ci, festival de ça. Et en fait, cette génération a plutôt eu envie d'aller aller dans un festival que d'aller en boîte de nuit. Donc les boîtes de nuit ont commencé à diminuer. Et les clients ont changé. Donc tu es passé d'une clientèle un peu BCBG dans les boîtes, à des jeunes gars qui, eux, sont décidés d'aller en festival, à une clientèle qui était plus issue de la street, tu vois, qui faisait des petites embrouilles à gauche, à droite, donc plus compliqué dans la gestion, plus compliqué dans l'argent, plus compliqué dans plein de choses. Et là, je ne m'y retrouvais plus, moi. Donc, même si je viens de ce milieu-là, tu vois. Mais en tout cas, je ne m'y retrouvais plus à cet âge-là. Donc, c'est pas passé. D'accord. Donc là, j'ai pris une tôle, une belle tôle. Voilà. Ok. Donc, ça fait partie du chemin. D'accord. Mais j'ai appris tellement sur l'être humain. Ouais. Fou. En 5 ans, j'ai appris 50 ans de vie sur l'être humain. Ouais, j'ai vu tout. C'est vrai. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être une chose sur l'être humain que tu as... Ouais, j'ai un gars, donc en fait, on vend des bouteilles d'alcool. Donc on a des stocks, etc. Et j'ai un gars que je connais super bien. Je connais sa famille, je connais tout le monde. Je cherche du boulot, s'il te plaît. Et moi, allez, viens travailler chez moi, comme serveur. Et puis, les serveurs sont commissionnés sur le résultat, sur les ventes de bouteilles qu'ils font. Tu vois. Et tout le monde tourne, et lui, il tourne un peu moins bien. Je dis, mais écoute, qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est pas facile, je comprends, je peux t'aider comment? Okay. Tous les fins de mois, ils me demandent un peu une rallonge et tout. Je connais, je dis, écoute, tiens, s'il te plaît. Et un jour, il y a un responsable qui dit, ouais, mais le gars, il vient toujours avec un sac à dos, là. Il dit, ouais, je sais pas, il vient du sport, il vient du basket, tu vois. Ouais, non, mais regarde le sac à dos, il est bizarre. Donc, je dis, écoute, arrête tout le temps d'être comme ça sur les gens. Non. Bref, ça continue. Puis, je sais pas pourquoi, ce matin-là, il est 7h, le club termine, je vois, il part son sac à dos, il est vide. Je me dis, il a laissé ses affaires
Tu vois, peut-être il laisse ses affaires de travail ici, et puis voilà, il repart avec son sac à dos. Ok, ça trotte. Puis le samedi suivant, à nouveau son sac à dos il est plein. Je dis, ah là, à mon avis, il y a un truc. Et en fait, le gars, qu'est-ce qu'il faisait? Il achetait les mêmes bouteilles que nous on vendait. Ouais. Il les mettait dans son sac à dos, il les mettait dans son casier. Et en fait, quand un client commandait une bouteille, lui, il allait dans son casier, il prenait la bouteille, il la mettait sous sa veste et il le déposait au client. Donc le client le payait en cash et il disait au client, ben voilà, je sais pas moi si c'est 300 balles la bouteille de champagne, on va dire, je sais pas, je dis n'importe quoi. Il disait au client, moi je te la fais à 200. Ah. Et le client lui donnait 200 balles. Lui, c'était une bouteille qui n'était pas dans mon stock, donc moi il ne me manquait pas de bouteille dans mon stock. Donc je pouvais rien dire. Et en fait, lui, il avait acheté la bouteille à 30 balles au Deleuze ou au Carrefour. Ouais. Et lui, il faisait son petit business dans mon business, quoi. Ok. Ouais. Donc là, je me suis rendu compte qu'en fait, et je me suis rendu compte que c'était pas le seul, tu vois. Donc en fait, la naïveté, le truc. Donc un jour, je le prends dans mon bureau et j'ai un petit bureau, tu vois, je fais rentrer, je dis, ah, ça va, ouais, ça va, et toi, ça va, ouais, ça va. Ouais. Et je tourne la caméra, la télé avec la caméra, je dis, écoute, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'épies? Je suis quand même chez moi ici un peu. Ouais. Ouais, tu sais que c'est pas légal. Je dis, ah, c'est légal de me taper 3000 balles tous les soirs. Ça, on parle pas de ça. C'est pas légal de mes pieds. Je dis, écoute, sur ce chemin-là, on est vraiment mal parti, quoi. Ouais. Tu vois, je dirais, là, moi, je viens pour avoir une discussion avec toi, pour comprendre. Hein, donc, le côté humain, tu vois. Il me dit, écoute, je vais te donner un conseil. On va oublier tout ce qui s'est passé. Ah, pote, hein. Ouais. On va oublier tout ce qui s'est passé. Je reviens samedi, travailler, ou sinon, tu vas avoir des problèmes. Ah ouais. Alors là, ça part dans le racket, tu vois. Ouais. Donc je lui dis, écoute, moi je vais te donner un vrai conseil. Tu prends tes affaires, tu rentres chez toi, on oublie cette affaire. Parce que à ce moment-là, on va aller plus loin dans le schéma. Moi j'ai des photos, des vidéos, des trucs, etc. Ça peut aller loin. Moi je connais ta famille, je te respecte. Le gars après il a, ouais, c'est un salaud, il m'a pas payé. Et donc, voilà, l'être humain de ce côté-là. J'avais l'être humain de l'autre côté. La meuf qui vient avec son mari en boîte, et le mari qui est bourré, la meuf qui me dit, c'est une femme, hein, Ouais. donc, mariée, hein, Ouais. et elle dit, je viens payer des bouteilles, tu vois, genre, je sais pas moi, elle a 1000 balles de bouteilles. Elle dit, ouais, fais 2000, donne-moi 1000 en cash. Elle t'a fait 1000 balles à son mari. Ah ouais. Ah ouais, on a vu des trucs. C'est un délire. Ah non, mais je te dis, la nuit, j'ai découvert des trucs, des gens, c'était... Voilà, c'est le reflet des dark side, quoi. Ouais. Vraiment, et en plus avec l'alcool ou les substances, tu vois, c'est de dingue. J'ai vu des trucs qui faisaient peur, quoi. Et là, je peux te faire un bouquin là-dessus, tu vois. Mais c'est... voilà. Mais ça, je te dis, moi, je suis passé... je me suis planté, mais par contre, c'est plus facile de le dire après quand tu t'es retapé, hein. Mais ça a été très dur, j'ai souffert. C'est sûr. Mais qu'est-ce que j'ai appris sur les gens? Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que ça a amélioré ma conception commerciale des choses, quoi. Ouais. Ok. Donc, voilà. D'accord. C'est ok. Anecdote. Ouais, super bonne anecdote. Quel serait ton conseil que tu donnerais donc, par rapport à tout ce que tu as vécu? Là, si on parle le côté un peu naïf, moi, ça me parle ça parce que je me dis que des fois, en fonction de l'éducation qu'on a eue, du milieu où on vient, etc., eh ben, le business, parfois, peut nous donner une claque parce que tout le monde n'a pas forcément la même éducation. Et justement, on rencontre des gens qui font des choses comme ça. Et comme le mec, là, il te vole. Et en fait, quand tu découvres, lui, il te menace en te disant « mais tu auras des problèmes si tu me laisses pas continuer à te voler, quoi. » Ouais, ça. Donc, c'est le racket. Ouais, voilà, c'est le racket. Donc, quel conseil tu donnerais à quelqu'un dans le business, justement, peut-être pour éviter ce genre de situation? Ouais, je pense que les choses doivent être claires. Aujourd'hui, tout doit être contractuel. Donc, je pense qu'investir de l'argent dans un contrat, je sais que ça coûte de l'argent un avocat, mais je pense qu'il faut clarifier les choses, noir sur blanc, dans le détail. Aujourd'hui,
Moi, j'ai vu aussi, hein, avant, je faisais un contrat d'employé, je prenais le secrétariat social, il me faisait un contrat, je le signais, se tapait dans la main, etc. Puis les mecs, ils t'envoyaient un truc, oui, mais donc, faute grave, le gars ne venait pas 2 fois. J'ai appelé, pourquoi tu viens pas, c'est quoi le problème, etc. Et en fait, eux, ils te disent, oui, mais dans la clause 72 du contrat truc, il est mis que je dois toucher un chèque repas le 12, et là j'ai touché le 13, donc je demande 11% d'intérêt sur mon chèque repas de 8,40 €, donc tu dois me donner 1,20 € de plus. Tu vois, tu dis, wouh, tu vois, parce que toi, tu es un entrepreneur, donc toi, tu es déjà débordé. Ouais. Tu as des coûts dans tous les sens, donc tu te dis, je fais un contrat de base, on se tape dans la main, on va travailler, tu es malade un jour, tu es malade, je te paye un jour en retard, je te paye un jour en retard, tu vois, tout reste dans les lignes, tu vois, qu'on parlait tout à l'heure. Et en fait, tu te rends compte que non, quoi. Donc moi, je conseille, c'est d'avoir un support légal, de faire des contrats. Ça, tout doit être clair. Tout doit être défini dans le contrat, qu'il n'y ait pas de zone d'ombre. Parce que la zone d'ombre, ils vont te la trouver. Donc ça, si je peux donner un conseil, c'est vraiment, et je sais que ça coûte de l'argent, mais c'est mieux investir ça que d'investir dans une Rolex. Tu vois. Donc, et tu penses qu'il faut le faire dès le départ? Le plus vite possible. C'est compliqué, mais il faut le faire le plus vite possible. Déjà, c'est un écolage. Parce que tu vas devoir réfléchir sur les points. Tu vois, tu sais, il faut commencer par... Il y a 2 choses que moi je dis toujours. Il faut faire une SWOT, donc les forces, les faiblesses de ton business, les menaces de ton business. Ça, il faut le faire. Hein. Tu fais un truc et tu répartis bien. Et ça, tu dois bien le faire sans émotion. Parce que l'émotion... Moi, j'ai tellement d'émotions que j'aurai tous les points positifs. Et même les points négatifs, je vais arriver à les tourner en points positifs. Je pense que quelqu'un qui n'a pas les mêmes capacités que moi j'ai, de force de transformer tout en positif, il doit vraiment faire le plus objectivement possible. Si j'avais fait plus objectivement possible sur plein de projets, je ne les aurais pas fait. Tu vois. Et après, je n'aurais pas appris, j'aurais pas... Voilà. Mais bon, c'est facile d'en parler quand tu as réussi, entre guillemets, tu vois. Quand tu as réussi, tu vois. Pour un jeune, je pense qu'il faut faire une bonne analyse de ce que tu fais, à tête reposée. Et c'est d'avoir contractuellement quelque chose de solide. Donc, commencer par faire le contrat, réfléchir sur tous les points, et tu fais l'ébauche du contrat. Tu fais l'ébauche du contrat toi-même, et après, tu vas voir un avocat, et lui, il va te guider sur le concept du contrat. Il va te dire, voilà, ça, c'est légalement, c'est pas jouable, ça fait ça. Ça te coûtera moins cher déjà, parce que tu vas déjà lui apporter une grosse partie du truc, mais réfléchis tout le temps sur ton truc. Réfléchis en permanence, vois ce que les autres font. Va voir le mec qui fait la même chose que toi, comment il le fait. Le mec qui a réussi, tu vois. Et pas le milliardaire qui va montrer sa Rolex. Va voir. Donc ça, c'est les conseils que je peux donner au mieux. Super, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si tu l'as dit en début, mais tu as quel âge? 52. 52 ans, ok. Parce que comme tu as fait beaucoup de choses quand même, c'est une question importante. J'ai plusieurs vies dans la même vie, comme mes potes ils disent toujours, hein. Le phénix. Exactement. Et donc, pour moi, c'est déjà super, hein. On a énormément de choses, même si j'ai plein de questions que je voudrais te poser, mais je me dis que ça pourrait peut-être faire ce serait peut-être l'occasion de refaire un exercice. Quand tu veux, moi. Peut-être dans un autre contexte, etc. On avait plusieurs vies, tu vois, donc, et je pense que si tu veux faire carrière dans l'entrepreneuriat, il faut comprendre ça. Qu'il faut s'accrocher. J'ai déjà eu des échecs, mais pour moi, c'était pas des échecs, c'était plus des abandons, c'était des trucs que je me suis dit, je veux plus le faire pour X raisons. Et je me suis dit, ça, je change, parce que ça m'intéresse plus. Et c'est pas parce que j'ai échoué. Et puis, en fait, j'ai mis un temps un peu, j'ai essayé des choses en me disant, quand tu disais, par exemple, de faire ce qu'on sait faire, moi, j'ai eu cette réflexion en me disant, ça, je sais faire et tout, donc je pourrais réussir à plus facilement gagner de l'argent dedans. Et j'ai fait des choix, par exemple ma société d'informatique, parce que je me suis dit, je connais, j'ai un réseau, je sais comment ça marche, je peux avoir mes premiers clients, je tente un truc, j'ai trouvé un associé, c'est un pote, donc ça me parle, ce que tu dis. Je trouve un associé, on a fait le truc, on a lancé la machine, ça nous a mis 2 ans à la lancer, et là, c'était en juin 2023, on a eu un coup de boost, donc on a eu un gros client, qui nous a permis de recruter des gens donc, pour pouvoir déléguer sur certaines tâches. Et là, on s'est dit, allez, on y va. Et on a fait un gros coup de poker. On a recruté 3 personnes d'un coup. Donc, c'est des ingénieurs donc, qui coûtent cher. On n'avait pas les moyens de les payer. On s'est juste dit, comme ils ont 3 mois de préavis, on s'arrange pendant ces 3 mois-là pour leur trouver des contrats directs quand ils rentrent.
Et au moment où on fait ça, donc on organise un truc, hein, on arrive à faire croire, alors je raconte le truc, c'est, en fait, les gens, il y a beaucoup de concurrence dans ce milieu-là. Et en fait, ils arrivent, ils ont le choix, en fait. Et il y a beaucoup de grandes boîtes. Donc ils se disent, mais pourquoi je vais aller dans une petite boîte, là, avec deux mecs, je vais faire quoi? On était trois. Et donc, en fait, on a fait un truc, c'est qu'on a fait une grosse période de recrutement. Et on a vendu un peu notre vision de l'entreprise avant qu'elle n'existe, puisqu'on n'avait pas grand-chose. Et en fait, on les a tous conviés à un événement d'entreprise. C'est-à-dire qu'on a fait un événement comme si c'était des salariés, mais Ouais. qu'avec des candidats. Ouais. Et on a passé en fait une journée ensemble, on a parlé. En fait, c'est un peu une réunion d'équipe, c'est des trucs qu'on fait dans les grandes boîtes Ouais. et qu'on a fait dans une petite boîte avec des gens qui travaillent même pas encore pour nous. Et on les a tous embauchés. Ouais. En fait, ils étaient tous ravis du truc. Et puis en fait, ils ont découvert leurs collègues alors qu'en Hein? fait, ils n'étaient pas Ouais, vraiment pas encore collègues. collègue. Ouais. Et en fait, au moment où on s'est dit, allez, ça va décoller, il y a le plus gros, donc c'est ADO, c'est Leroy Merlin, Ouais. qui a quand même un gros monopole sur le marché, qui décide de mettre 300 consultants dehors, comme ça sur le marché. Et nous, on était dans le domaine pile poil du truc. Donc, on s'est retrouvés avec nos bonhommes là. Mais c'est pas que ça, c'est que nos mecs qui étaient en mission se font sortir aussi. Ah, ouais. Donc là, plus de clients. Et on a 5 bonhommes qui attendent d'être payés, quoi. Ouais. Et là, on s'est dit... Ouais. Et on l'a vu, on s'est dit, attends, on était à ça de faire un démarrage parce que on savait que les profils qu'on avait recrutés, on avait pris que des têtes. Des Ouais. mecs avec des CV comme ça, chers. Ouais, tout à fait. Voilà. Et donc, on s'est dit, c'est sûr, les gens, ils vont nous prendre, on fera la diff. Au moment, bam, le marché inondé, il y a de la concurrence de partout. Quand c'est ça, c'est les relations qui parlent. Ouais, bien sûr. C'est le copinage et tout. Et donc, en fait, on est redescendu. Donc là, on est encore... on est redescendu à 0 salarié en novembre. Et depuis, on n'en a pas repris parce que Ouais. le temps de se remettre. Bien quoi. sûr, bien sûr. Non, mais c'est déjà bien que tu es encore là. Ouais. Je veux dire, honnêtement, moi j'ai vécu le crack en 2007, 2008. Ouais, ouais, J'ai 86 personnes qui travaillent pour moi. ouais. On a la plus grosse boîte d'événements sur le marché belge. Je lance le truc pour le tagging du foot, etc. Donc je fais une levée de fonds. Je fais une levée de fonds et j'ai besoin de 14 millions. Et pour avoir 14 millions, coup de poker, la boîte qui nous fait rentrer en bourse nous dit, voilà, il faut capitaliser la boîte. Ok. Donc la boîte me devait de l'argent, moi, donc parce que je prêtais de l'argent à la boîte. Et il faut capitaliser. Il dit, transforme ta dette en capital. Ok. Moi, allez, on y va. Donc je transforme 2,4 millions en capital, qui est mon argent en fait. Ouais. Et j'emprunte encore 1,6 million à la banque pour transformer en capital. Donc moi, en fait, j'ai une dette à la banque d'1,6 million pour faire 4 millions de capital pour lever 14 millions. Mais, bon, je ne suis pas non plus un imbécile, sur base des roadshows qu'on avait fait, des roadshows, c'est quand tu vas voir les gens, discutes, on avait déjà l'accord de quasi 10 grosses boîtes qui allaient investir chez nous pour un total de 14 millions. Donc on y était presque, tu vois. Ouais. Et en fait, on est dans une banque qui s'appelle la Copting Bank, qui est une banque islandaise. La plus grande banque islandaise qui appartient au gouvernement islandais. L'Islande, pays de dingue, etc., jamais rien arrivé. Et en fait, il y a le krach boursier, donc les Lehman Brothers, qui craquent. Et en fait, la Coping Bank, le gouvernement islandais est actionnaire de 51% de Lehman Brothers, qui fait faillite. Donc l'État islandais est mis en faillite. Okay. Et comme la banque appartient à l'État islandais, la banque est mise en faillite. Tous les fonds de la banque sont liquidés. Donc moi, j'avais 4 millions d'euros sur un compte. Ils disparaissent. Et le lendemain, j'ai mon premier roadshow de signature. Donc pour aller voir les gens pour qu'ils signent les bons d'achat. Et en fait, Copting Bank fait faillite. BNP fait faillite en Belgique, qui s'appelait à l'époque Fortis. Belfius fait faillite. Et en fait, toutes les familles qui allaient mettre de l'argent perdent des centaines de millions en 24 heures, quoi. Ouais. Donc, il y avait mon premier roadshow, j'avais 400 personnes, il y en a 4 qui sont venus. Donc, au lieu de lever 14 millions, je lève 400 000 euros. Ouais. Ah ouais, non, je peux t'assurer que là, je peux te dire, si tu fais un mois de roadshow, tu as envie de pleurer tous les jours. Parce que tu arrives dans les salles où il y a 100 personnes, 200 personnes, et en fait, il y en a 4, il y en a 5. Donc, tu dois les convaincre, et puis ils te disent, ouais, mais vous savez, j'ai encore un bon de 14 millions placé là-bas, et je ne sais pas si je vais... Et en fait, tu lèves 400 000, et toi, tu as une dette d'1,6 million, alors que ta boîte devait 2,4 millions. Okay. Et donc, la boîte tombe.
faillite. Et le curateur, donc le gars qui liquide la boîte, me dit, ah, monsieur Camus, mais vous devez encore 1,6 million. Ouais. Et je dis, mais je viens de faire une augmentation de capital. Oui, ça, c'est pas mon problème. Donc en fait, tu es redevable d'1,6 million, alors que normalement, c'était l'inverse. J'aurais dû récupérer 2,4 millions du truc. Ouais. Ouais, donc bonne année, quoi, tu vois. Ouais. Et là, et ça, c'est en 2008. Et là, derrière, tu te dis, waouh, comment je vais faire? Ouais. Et puis, on le fait. Ouais, au final. C'est quoi? ça se fait. Mais maintenant, c'est plus facile d'en parler quand tu es revenu, tu vois. Oui. Hein, je dis toujours, moi, je ne me vante pas de « Waouh, putain, je suis revenu ». J'ai, entre guillemets, la chance d'avoir les qualités que j'ai. Mais c'est plus facile d'en parler quand tu es revenu. Ouais, bien sûr. Hein, qu'est-ce qui se passe? C'est passé. Voilà, moi, qu'est-ce qui se passe? Il y a la Coupe du Monde de foot en 2008. Et je rencontre un gars qui, en fait, a le brevet pour acheter les places pour la Coupe du Monde pour la Belgique. Donc, chaque pays a un contingent de places. Et je dis, combien de places t'as? Il me dit, 2000. Il me dit, je ne sais pas comment faire pour les vendre. Ben, je dis, écoute, moi, je vais te développer un concept. Comment on va faire? Ben, je dis, on va acheter des billets d'avion. C'est en Afrique du Sud. On va proposer des visites de parc, Kruger Park, et on va aller voir des hôtels. Comment on fait? Ben, t'as combien? Il me dit, j'ai 10 000. Et toi? J'ai 22 000. OK. Quoi? On part en Afrique du Sud. Et on va aller dans tous les hôtels. Et on achète des chambres. Donc, on achetait des chambres. Et on achète 2000 chambres, 2000 billets d'avion, 2000 visites de parc. Ouais. Total, ça nous. Plus les places de match. Ouais. Et le package coûtait 2002. Et on le vendait 8000. Donc, on a fait un beau formulaire, etc. Et puis, moi, j'étais un ancien joueur de foot. Les gens n'avaient pas suivi l'épisode que je m'étais fait défoncer. D'accord. Donc, je profite de ça, je suis juste derrière, quoi. C'est le mois suivant, tu vois. Ouais. Donc, c'est pas encore publié, la faillite et tout. Donc, je vais commencer à aller voir les gens, tac, 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 tac. Et je leur dis, alors, je vends à des banques 80 places, puis 30 places. Et on vend 2000 places en 9 semaines. OK. Et avec un concept, je vais voir les joueurs de foot et je leur dis, ah ouais, mais écoute, tu sais quoi, si pendant le match, tu dis, quand tu te fais interviewer, tu dis, ah mais moi je vais voir la Coupe du Monde avec telle société, acheter votre place, tu reçois toi et ta femme un billet gratuit. Donc je donne une vingtaine de billets gratuits à des joueurs de foot. Je vais voir les médias, je fais la même chose, je leur dis, ah, voilà, si vous mettez une annonce dans le journal, voilà, je vous donne 2 places gratuites, toi et ta femme. Okay. Donc je donne 40 places au total et je vends 1600 places ou je prends 6000 par place. Et boum, c'est reparti. C'est reparti. Ouais. D'accord. Mais sur base de la créativité, des coronets sur la table, d'y aller, de ne pas se dire ça va pas passer, quoi. Tout le monde m'a dit ça va pas passer. Tout le monde. Les 4 premières semaines, on n'a pas vendu une place. Donc tous les gens autour de moi me disent mais ça va jamais marcher, tu vas pas y arriver, c'est impossible. Je dis ouais, c'est sûr que c'est impossible, mais il faut que. Moi je dis c'est pas que c'est impossible, c'est que j'ai pas d'autre choix. Donc je vais les vendre les places. Et donc j'allais chez les coiffeurs vendre 4 places. C'était truc, période de fou, là, je me rappelle. J'avais loué une grosse voiture parce que le signe extérieur de richesse, il compte pour aller vendre quelque chose. Donc moi dans la faillite, tout était parti. J'avais une série 7, elle est partie, tout. Donc j'avais plus de voiture, rien. Et j'ai commencé à louer des voitures. Pour le gars et moi, on s'est loué des voitures, une ranch, un truc comme ça, pour arriver chez les gens en disant ah, c'est nous, successful, business de dingue, voilà. Et on prenait des acomptes, on prenait des acomptes. Et voilà quoi. Et on s'est fait chacun une brique sur 90 jours. Quoi. Ok, trop bien. Donc voilà. Et pour les prochains, il y en aura plein d'histoires comme ça. Dites-nous dans les commentaires si vous avez des questions particulières que vous aimeriez poser à Daniel. Mettez-les dans les commentaires et moi je lui poserai les questions. Et puis en fonction des réponses, je les mettrai. Ce sera avec grand plaisir que Daniel pourra vous répondre là-dessus. J'espère que vous avez aimé ce format, que vous avez appris énormément de choses et on se dit à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.